Aux origines de l'humanité, point de grandes idées philosophiques ni de projets ambitieux de domination mondiale. À l'origine, il y avait les épices. Imaginez un instant l'Europe médiévale où la vie du commun des mortels ressemblait à une existence monotone et morne. Son alimentation se composait de bouillies insipides, de viande fade et de pain souvent aussi dur qu'une semelle de bottes. Pommes de terre, tomates, poivrons, rien de tout cela. Et le sucre était un luxe rare, réservé à une poignée de rois. Dans ce monde, point de thé, point de café, point de la variété de saveurs que l'on trouve aujourd'hui dans tous les supermarchés. Les gens de cette époque passaient leur journée à s'ennuyer et le summum du plaisir pour la noblesse se résumait à une gloutonnerie banale et abrutissante. Et puis, dans cette existence morne, surgit une merveille. Un grain de poivre noir, une pincée de noix de muscade, un morceau de gingembre séché. Ce fut une véritable explosion gastronomique, une magie capable de transformer un morceau de viande sans valeur en un mets délicat. On était prêt à tout pour posséder cette magie, et la soif de la découvrir grandissait de jour en jour. Cependant, ce paradis gastronomique avait un prix exorbitant. Au XVe siècle, un sac de poivre valait son pesant d'or, souvent plus qu'une vie humaine. Il ne s'agit ni d'une exagération, ni d'une simple métaphore. Les marchands équipaient des flottes entières, sachant que si un seul des 5 navires revenait chargé d'épices, les bénéfices compenseraient toutes les pertes. Les apothicaires qui travaillaient la cannelle ou les clous de girofle utilisaient des balances de bijoutiers et fermaient hermétiquement leurs fenêtres, craignant qu'un courant d'air ne disperse quelques précieuses particules. Pourquoi des prix si exorbitants ? La réponse réside dans le parcours incroyablement complexe que chaque grain de poivre devait entreprendre avant d'arriver sur la table d'un aristocrate européen. Imaginez ce voyage. Quelque part sur les îles reculées de l'archipel malais, un cueilleur anonyme récolte des fruits pour une misère. De là, la marchandise tombe entre les mains d'intermédiaires. Sultans, pirates, marchands arabes, caravaniers, chacun y ajoute sa part, faisant flamber les prix. Finalement, la marchandise atterrit entre les mains de marchands vénitiens, qui tiennent l'Europe à leur merci grâce à leur monopole absolu. L'or des trésors européens afflue vers l'Orient comme le sang d'une plaie béante. Le monde chrétien se retrouve pris au piège et les clés sont solidement détenues par les souverains musulmans. C'est précisément cette avidité suffocante et non un désir romantique de nouveaux horizons qui devient le principal moteur des grandes découvertes géographiques. Colomb, Magellan, Vasco de Gama, tous n'étaient que des instruments entre les mains de marchands avides d'accéder directement aux sources de richesse. Mais pour réaliser cette percée, il fallait plus qu'un simple marchand, il fallait un véritable génie. Et un tel homme a été trouvé dans le petit et pauvre Portugal. Le prince Henri, plus connu sous le nom d'Henri le Navigateur, a misé tout sur l'océan Atlantique. À l'époque, l'Atlantique était pour les Européens une véritable mer de ténèbres, peuplée de monstres et de mystères insolubles. Les érudits de l'époque juraient que naviguer vers le sud le long de l'Afrique était synonyme de mort certaine. Ils prétendaient que l'eau y bouillait sous l'effet d'une chaleur insoutenable, que les voiles des navires prenaient du feu et que tout chrétien s'aventurant dans ces eaux se transformait instantanément en démon. Henri était un homme différent. Il ne croyait ni aux contes de fées, ni aux superstitions. Il passa 40 ans dans une solitude quasi totale sur le cap Sagres, un promontoire rocheux réunissant les meilleurs cartographes, astronomes et constructeurs navals. Il y établit méthodiquement une véritable base scientifique pour la conquête de l'océan. Henrique mourut sans voir son pays triompher, mais il accomplit quelque chose de plus important encore, il vainquit la peur. Lorsque le premier capitaine portugais franchit enfin le cap maudit sans périr dans les flammes, le monde changea à jamais. Les vieilles cartes, empreintes de lâcheté, furent réduites en miettes. Une ère s'ouvrait où le courage devint la mesure de la grandeur humaine et la récompense une cargaison précieuse pour laquelle il valait la peine de tout risquer. La mort d'Henrique ne fut pas la fin. Ce ne fut qu'une brève pause avant une déferlante assourdissante. Dès que l'énergique et ambitieux João II monta sur le trône, l'expansion portugaise passa de timides pas à une course effrénée et furieuse. Ce qui avait auparavant nécessité des décennies fut désormais accompli en quelques années. Toute l'Europe retint son souffle tandis que les frontières du monde habité s'étendaient à un rythme alarmant. En 1471, l'équateur fut franchi. En 1484, les Portugais atteignirent l'embouchure du fleuve Congo. Puis, en 1486, un événement attendu depuis un siècle se produisit. Bartholomew Dias doubla la pointe sud de l'Afrique.
Il baptisa ce lieu le Cap des Tempêtes, et ce nom était justifié. L'océan se déchaînait contre ses voiles, mais Dias aperçut ce que nul avant lui n'avait vu. L'océan Indien. La route vers l'Inde était enfin ouverte. Mais c'est là que le drame se joua. À l'aube de leur plus grand triomphe, ces marins, épuisés par la faim et la peur, se mutinèrent. Ils exigèrent de rebrousser chemin. Dias fut contraint d'obtempérer, rentrant chez lui le cœur brisé et laissant les lauriers de la découverte à ceux qui viendraient après lui. Mais la preuve principale était apportée, l'Inde était à portée de main. Le Portugal, le petit dernier de l'Europe, avec à peine 1,5 million d'habitants, se métamorphosa soudainement en superpuissance mondiale. Tandis que de grands voisins comme la France et l'Allemagne étaient en proie à d'interminables conflits internes et à des partages territoriaux, les Portugais s'emparèrent méthodiquement du monde entier. Cela semblait de la pure folie, un pari voué à l'échec, mais c'est précisément de cet élan irrationnel que naquirent des titans comme Ferdinand Magellan. Puis, la nouvelle tomba à Lisbonne comme un coup de tonnerre. Un aventurier génois du nom de Christophe Colomb, arborant le drapeau espagnol, avait découvert des terres à l'ouest. Le Portugal était furieux. L'œuvre titanesque des 50 dernières années était menacée. Pour éviter une guerre mondiale, le pape intervint. Il prit le globe et, telle une pomme mûre, le coupa en deux à l'aide d'un taureau. D'un trait de plume, tout l'Est revint au Portugal et tout l'Ouest à l'Espagne. Une véritable fièvre s'empare du monde. Tous, des mercenaires sans le sou aux officiers de haut rang, se précipitent à travers l'océan. Les cartographes d'Augsbourg sont débordés par la mise à jour constante de leurs cartes. Ce qui, hier, était considéré comme une île lointaine se révèle aujourd'hui être un vaste continent. Et c'est dans ce bouillonnement de l'histoire mondiale qu'en mars 1505, une puissante flotte quitte Lisbonne. Son objectif n'est pas seulement le commerce, mais l'établissement d'une domination totale sur l'Orient. Parmi les 1500 soldats qui prêtent allégeance au roi se trouve un jeune homme de 24 ans. Il s'appelle Ferdinand Magellan. Pour l'instant, il n'est personne. Juste un soldat de plus dans les rangs, l'un des 1000 qui dormiront dans une couchette exiguë, lutteront contre le scorbut et transporteront de lourds ballots de poivre. Il ignore encore qu'il est destiné à accomplir l'ultime et plus difficile exploit de l'histoire de l'humanité. Boucler la boucle et prouver définitivement que la Terre est ronde. Mais son voyage commence ici, dans la fumée de la poudre à canon de la bataille de Cananor. Alors que la fumée se dissipe du champ de bataille, le monde tel que nous le connaissions commence à s'effondrer. Imaginez l'océan Indien comme une mer calme et fabuleusement riche, où l'ordre règne depuis des siècles. Et soudain surgit dans cette mer tranquille un requin vorace, le Portugal. Le commerce des épices, qui a nourri Venise et l'Égypte pendant des siècles, est brutalement interrompu. Le sultan égyptien est furieux. Il menace de détruire le Saint-Sépulcre à Jérusalem si ces pirates portugais ne partent pas. Mais le Portugal est inarrêtable. Et ici, au cœur même de la tempête mondiale, notre héros demeure dans l'ombre. Mais comment les Portugais ont-ils pu survivre à cette première embuscade d'envergure? Voici Lodovico Vartema, un James Bond du XVIe siècle. Cet aventurier italien déguisé en derviche infiltre la ville sainte et interdite de la Mecque et découvre qu'une attaque massive se prépare contre la flotte chrétienne. Il risque tout pour avertir les siens. Le 16 mars 1506, la mer se teinte de pourpre. C'est un massacre. Magellan figure parmi les 200 blessés, mais tandis que les rois célèbrent leur victoire, son nom n'apparaît même pas dans les archives officielles. Pour le régime, il est un simple pion, mais le destin est parfois cruel. 3 ans plus tard, Magellan se retrouve aux portes de Malacca, le Gibraltar de l'Orient, le lieu où converge tout l'or du monde. Le sultan local accueille les Portugais d'un sourire forcé, dissimulant un poignard acéré. Tandis que l'amiral portugais joue nonchalamment aux échecs sur le pont de son navire amiral, des assassins malais lèvent déjà leurs lames pour l'abattre. Magellan est le premier à pressentir le danger. C'est lui qui déjoue le massacre. Dans le chaos qui s'ensuit, il se jette au cœur des lignes ennemies pour sauver son meilleur ami, Francisco Cerro, des griffes de la mort. Ce n'est pas un simple sauvetage, c'est la naissance d'un véritable chef. Puis survient un événement qui va à jamais bouleverser le monde. Cerro, l'ami qui l'avait sauvé, décide qu'il en a assez des guerres et de la quête de l'or. Il s'installe sur les îles tropicales, vivant comme un roi blanc, au cœur de forêts paradisiaques. Il commence à écrire des lettres secrètes à Magellan. « J'ai découvert un nouveau monde », écrit-il, plus riche que tout ce que Vasco de Gama a jamais vu. Mais ces lettres contiennent un avertissement dangereux. « Ami, viens à moi, mais ne cherche pas de route par l'Afrique, cherche une route par l'Ouest. » En 1512, Magellan revint à Lisbonne.
Il n'était plus le même jeune homme de 24 ans. Son corps était marqué par les cicatrices, il portait un esclave malais sur le dos et nourrissait une idée folle, presque hérétique. Il avait compris que pour rejoindre son ami et les trésors de l'Orient, il n'avait pas besoin d'emprunter les routes maritimes traditionnelles. Il devait accomplir l'impossible. Il devait naviguer dans une direction différente. Il était prêt à risquer sa vie pour prouver que la Terre était un cercle qu'il devait boucler. Lisbonne, 1512. La ville suffoce littéralement d'or et embaume les épices indiennes. Tandis que les dames de la cour exhibent leurs perles et que les entrepôts croulent sous les marchandises, l'homme qui leur a tout apporté arpente les rues animées. Ferdinand Magellan, 7 ans en Inde, des dizaines de cicatrices et la peau brûlée par le soleil. Mais savez-vous ce qui est le plus étrange? Personne ne l'attend. Pour Lisbonne, il est un soldat inconnu, une bouche de plus à la table royale. L'époque des grandes découvertes fut d'une ingratitude monstrueuse. Christophe Colomb rentra chez lui enchaîné, Balboa fut décapité et Magellan reçut une maigre pension, insuffisante pour vivre. Mais il n'était pas du genre à mendier. Pour prouver sa loyauté à la couronne, il repart en guerre au Maroc. Et là, le destin lui assène un nouveau coup, au sens propre. Un coup de lance dans le genou, et Magellan restera boiteux jusqu'à la fin de ses jours. Mais au lieu de l'honneur, c'est la honte qui l'attend. Il est accusé de trahison, pour avoir prétendument vendu secrètement du bétail à l'ennemi. Magellan est furieux. Il abandonne son armée et se présente sans y être invité au palais du roi Manuel. Il ne demande pas la clémence, il exige justice. Et c'est alors que survient l'instant qui change la carte du monde. Magellan demande une augmentation, un seul shilling. Ce n'était pas par cupidité, mais par honneur et par prestige. Mais le roi, surnommé chanceux, commet l'erreur la plus coûteuse de l'histoire. Non seulement il refuse, mais il humilie le vétéran. Manuel lui lance « Servez qui vous voulez, cela m'est égal ». À cet instant, le Portugal perd tout. Magellan quitte le palais boitant de sa jambe blessée, mais une flamme froide brûle dans ses yeux. Il sait se taire et attendre. Pendant 1 an, il se comporte comme une ombre. Des jours durant, il s'assoit dans des archives secrètes, étudiant des cartes interdites du Brésil. Mais il n'est pas seul. Il s'allie à Rui Falero, un érudit étrange et nerveux, considéré comme un fou et un sorcier à la cour. C'était une union parfaite, un soldat taciturne et pragmatique et un brillant astronome théoricien. Tous deux avaient été lésés par le roi et nourrissaient une soif de vengeance. Dans le calme de leur bureau, ils ourdissaient un complot. Leur plan, qui ressemblait à un suicide pur et simple, consistait à conquérir les richesses de l'Orient en naviguant vers l'Occident. Magellan comprit que pour mettre en œuvre un tel plan, il lui fallait non seulement des navires, mais une expédition entière capable de survivre dans des conditions inédites. Il réalisa que sa connaissance des courants, des vents et de la position des îles acquises dans l'océan Indien devait être combinée au calcul astronomique de Falera. Mais comment convaincre le roi d'Espagne de financer un projet qui remettrait en cause le monopole portugais? Magellan était un homme d'action. Il savait que dans le monde de la politique et des gros intérêts financiers, les paroles comptent moins qu'une démonstration de force et de gains potentiels. Il commença à rassembler des preuves. Il recueillit les récits des marins qui avaient aperçu le détroit, analysa les archives de ceux qui s'étaient aventurés loin dans l'Atlantique et, littéralement, pièce par pièce, il reconstitua une carte du monde qui n'avait jamais existé. Entre-temps, le mécontentement face à la domination portugaise grandissait en Espagne. La cour espagnole cherchait un moyen de contourner la bulle papale sans s'engager dans un conflit ouvert susceptible d'épuiser les finances du pays. Magellan leur offrit une opportunité. Il vint à Séville, non en suppliant, mais comme celui qui détenait la clé des richesses de l'Orient. Il amena avec lui un esclave malais, Enrique, qui devint la preuve vivante que le monde était bien plus petit et accessible qu'on ne l'avait imaginé. Enrique parlait les langues de l'Orient et connaissait les coutumes des terres que Magellan convoitait tant. C'était plus convaincant que n'importe quelle carte. La préparation de l'expédition fut semée d'embûches. Magellan dut faire face à la méfiance des autorités espagnoles, au sabotage des espions portugais qui cherchaient à le discréditer auprès du roi Charles Ier et à son propre démon intérieur. La conscience de trahir sa patrie. Mais au fond de lui, il n'avait aucun doute. Il sentait que son destin ne résidait pas dans de vaines escarmouches au Maroc, mais dans un grand voyage en mer. Chaque jour passé au port de Séville était un supplice. Il assistait à l'armement des navires, à la formation des équipages, au chargement des provisions, et à chaque fois, il inspectait personnellement tout. Il savait qu'en mer, le moindre dysfonctionnement, la moindre planche pourrie ou la moindre corde de mauvaise qualité pouvait coûter la vie à tous les membres de l'expédition. Magellan était intransigeant.
Il exigeait une discipline que beaucoup jugeaient excessive. Il savait que lors d'un long voyage, lorsque l'horizon reste désert pendant des semaines et que les vivres commencent à se gâter, les hommes se transforment en bêtes. Il comprenait que la seule façon de survivre était de contrôler son équipage de près. Il planifiait lui-même les menus, distribuait les provisions d'eau et concevait le système de signalisation entre les 5 navires de son escadrille. Il n'était pas seulement un capitaine, il était l'architecte du voyage à venir. Le jour du départ arriva enfin. 5 navires, 5 coques de bois, prêts à défier l'infini. Tandis qu'ils quittaient le port, nombre de ceux qui les voyaient de partir avaient les larmes aux yeux. Rares étaient ceux qui croyaient à leur retour. Magellan, debout sur la passerelle de son vaisseau amiral, le Trinidad, contemplait la côte qui s'éloignait. Il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Il avait rompu tous ses liens avec le Portugal, il avait engagé sa réputation en Espagne et désormais, seul l'océan lui restait. Les premières semaines du voyage s'écoulèrent dans un silence relatif. Les navires voguaient avec assurance vers le sud-ouest, suivant un itinéraire méticuleusement préparé par Magellan. Mais l'océan ne pardonne pas aux trop confiants. Bientôt, des tempêtes se levèrent, mettant à l'épreuve non seulement la solidité des coques, mais aussi le moral des hommes. Magellan supervisait personnellement chaque manœuvre. Il ne dormait que quelques heures par jour et se nourrissait comme les simples marins. Sa jambe, blessée, le faisait souffrir de l'humidité, mais il ne laissa jamais transparaître la moindre faiblesse. Il était la détermination incarnée. Cependant, des complots commencèrent à se nouer au sein de l'équipage. Les capitaines espagnols nommés par le roi supportaient de mal le commandement portugais. Ils le considéraient comme un parvenu, un fou qui les menait à une mort certaine. Ils chuchotaient en secret, complotant pour destituer l'amiral. Magellan le savait. Il sentait la tension qui régnait parmi les officiers et comprenait que chaque jour était une lutte pour la survie. Non seulement contre les éléments, mais aussi contre la trahison de ses propres hommes. Fin stratège, il savait quand faire preuve de fermeté et quand accorder sa clémence. Il savait que sa force ne résidait pas dans la peur, mais dans l'autorité qu'il avait acquise par des années de service et par son exemple personnel. Lorsqu'ils atteignirent enfin les côtes d'Amérique du Sud, la recherche de ce passage légendaire commença. Ils explorèrent chaque baie, chaque rivière, chaque crique. Les mois passèrent sans qu'ils ne trouvent le passage. Les vivres commencèrent à s'épuiser, l'eau à devenir croupie. Les marins se mirent à grommeler. Un jour, alors que tout espoir semblait perdu, ils découvrirent un étroit détroit dissimulé derrière des rochers. Magellan sentit que c'était le bon, c'était le moment de vérité. Le passage était sinueux, dangereux, parsemé de récifs cachés et de courants soudains. Mais il menait plus loin vers l'inconnu. Lorsqu'ils atteignirent enfin les eaux libres que Magellan baptisa le Pacifique, une épreuve encore plus terrible les attendait. L'océan se révéla infiniment plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Les semaines se muèrent en mois. Ils naviguèrent à travers un désert d'eau sans apercevoir la terre. Les hommes commencèrent à mourir de faim et de scorbut. Ils mangeaient des biscuits réduits en poussière, grouillant de verre, et buvaient une eau jaunâtre et putride. Ils mangeaient les voiles qu'ils trempaient dans l'eau de mer. Durant ces jours, Magellan fut le seul à garder espoir. Il arpentait le pont, encourageant les hommes, leur promettant que la terre était proche, que richesse et gloire les attendaient. Pour eux, il était à la fois Dieu, démon et sauveur. Et lorsqu'ils aperçurent enfin la terre, ce fut comme un miracle. Les îles Philippines les accueillirent avec leur verdure luxuriante et leurs eaux douces. Mais un nouveau défi les attendait, les intrigues politiques des chefs locaux et les conflits religieux. Magellan, animé par le désir de convertir les populations locales au christianisme, se retrouva mêlé à des luttes intestines. Ce fut son erreur fatale, il sous-estima l'ennemi et surestima la puissance de ses armes dans la jungle tropicale. Lors de la bataille de l'île de Mactan, en tentant de couvrir la retraite de ses hommes, il trouva la mort. Magellan n'a pas vécu assez longtemps pour voir la fin de son tour du monde, mais il a accompli l'essentiel. Il a prouvé que ce voyage était possible. Il a démontré que l'esprit humain peut transcender toutes les limites lorsqu'il est guidé par un but. Après sa mort, l'équipage survivant a poursuivi son voyage. Ils ont achevé ce que leur capitaine avait entrepris. Lorsque le seul navire rescapé, le Victoria, est rentré en Espagne, il ne restait plus que 18 personnes à bord, amaigries, malades, mais ayant accompli l'impossible. Ils rapportaient avec eux non seulement des épices, mais aussi une connaissance précieuse du monde. L'histoire de Magellan est bien plus qu'une simple quête de poivre. C'est le récit d'un homme animé par une soif de justice
et une fidélité inébranlable à ses idéaux qui a su changer le cours de l'histoire. Rejeté, infirme, considéré comme un traître par sa patrie, il n'en demeurait pas moins un grand explorateur. Il a démontré que même lorsque le monde entier vous tourne le dos, lorsque les rois vous humilient et que vos amis doutent de vous, il faut persévérer jusqu'au bout. Magellan n'a pas seulement fait le tour du monde, il a aboli les frontières entre les pays et les peuples, inaugurant ainsi l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, nous contemplons une carte du monde et reconnaissons les contours familiers des continents sans songer au coût de leur représentation sur le papier. Nous allons au magasin acheter des épices, oubliant que pour elles, des hommes ont jadis péri, construit des navires et accompli des exploits qui nous paraissent aujourd'hui inimaginables. L'histoire de Magellan nous rappelle que derrière chaque objet familier, derrière chaque confort de notre vie, se cache le labeur titanesque et le courage inépuisable de ceux qui ont tout risqué pour un rêve. Et c'est peut-être précisément cette capacité humaine à regarder au-delà de l'horizon, malgré toutes les peurs et les obstacles, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des conquérants de l'inconnu, des chercheurs de vérité, des êtres qui ne se reposent jamais sur leur laurier. Le grand voyage s'est achevé, mais son écho résonne encore. Le monde découvert par Magellan est devenu notre foyer, riche de possibilités et de mystères. Et bien que l'amiral lui-même ait disparu depuis longtemps, son esprit perdure en chacun de ceux qui, aujourd'hui, osent s'aventurer dans l'inconnu, qui n'ont pas peur de remettre en question les règles établies et qui croient qu'au-delà de chaque horizon se cache toujours quelque chose de plus que l'eau et le ciel. Ainsi s'est achevé le premier chapitre de la grande unification de l'humanité, au prix d'une vie, mais pour l'avenir de millions d'autres. Et c'est là peut-être la leçon la plus importante de l'histoire. Même si l'on n'atteint pas le terme, notre contribution peut devenir la pierre angulaire sur laquelle se construira une nouvelle réalité pour toute l'humanité. Magellan ne recherchait pas la gloire personnelle, il cherchait la preuve qu'il avait raison, et il l'a obtenue. Il a prouvé que la Terre est une, il a prouvé que l'homme est capable de l'impossible. Et tant que nous continuerons d'explorer notre monde, son histoire restera un phare pour tous ceux qui cherchent des réponses, qui n'ont pas peur des difficultés et qui sont prêts à aller jusqu'au bout, même si cette voie semble insensée. Car c'est bien de cette folie que naissent les découvertes les plus importantes de l'histoire de notre civilisation. Colomb tenta de faire exactement cela et se heurta à un mur infranchissable, l'Amérique. Le monde entier était alors convaincu qu'il n'y avait aucun passage, qu'au-delà de cette barrière infinie de jungle et de rochers, la géographie elle-même s'arrêtait. Mais Magellan connaissait un secret. Il croyait avoir trouvé une brèche dans ce mur, un fil ténu menant à d'autres mondes. Êtes-vous prêt à voir comment un homme profondément lésé fera trembler les rois et transformera l'océan d'obstacles infranchissables en une large voie de communication? Le vrai jeu commence maintenant. Imaginez la déception des rois espagnols à l'époque. L'Amérique avait été découverte, mais elle paraissait alors totalement inutile. Il n'y avait ni or ni épices, et même les tribus locales, employées comme ouvriers dans les mines, ne généraient pas encore les profits espérés par la couronne. Jusqu'au pillage des Incas par Pizarro, ce nouveau continent n'était pas un trésor pour la Castille, mais une source de problèmes. Un tronc d'arbre gigantesque et interminable bloquant l'accès à un véritable paradis, les îles aux épices, où chaque sac de poivre valait une fortune. Expédition après expédition, ils se heurtèrent à ce mur. Colomb, Vespucci, Cortés, les plus grands noms de l'époque, cherchèrent en vain une ouverture, un détroit, un passage légendaire menant à l'océan Indien. Mais partout, ils se heurtèrent à la même réponse, des terres infranchissables et des rochers escarpés. L'Espagne s'était presque résignée à l'idée d'être à jamais coupée des richesses de l'Orient, que la route contournant l'Afrique, contrôlée par les Portugais, resterait la seule voie vers l'or. Et puis, il sort de l'ombre, un capitaine portugais quelconque, boiteux. Il ne dit pas « j'espère trouver un passage ». Il déclare avec une certitude effrayante « je sais où il est, donnez-moi une flotte, et je ferai le tour du monde ». Cette affirmation sonne comme de la folie, comme un défi lancé à Dieu lui-même et au bon sens. C'est là que réside le mystère central de l'histoire, un mystère qui a tourmenté les érudits pendant des siècles. D'où Magellan tirait-il une telle certitude fanatique? Après tout, il n'avait jamais mis les pieds sur les côtes américaines. Était-il simplement un brillant plagiaire dérobant le secret d'un autre dans des archives poussiéreuses? Les compagnons de Magellan murmuraient qu'il avait aperçu une carte secrète dans les archives du roi du Portugal. Mais voici l'ironie.
celle qui donne des frissons. Cette carte était fausse. Les marins qui l'avaient précédée avaient pris l'embouchure gigantesque du Rio de la Plata pour un détroit. Magellan a fondé son plan grandiose sur une erreur, sur une grande illusion géographique. Mais c'est précisément ce mensonge qui lui a donné la force de défier le monde entier. Pour réaliser son rêve, il fut contraint à la trahison. Il se débarrassa littéralement de son nom portugais comme d'une vieille peau, abandonna sa patrie et s'enfuit chez ses pires ennemis, l'Espagne. Aux yeux des siens, il devint un traître et un déserteur. Aux yeux des étrangers, un inconnu suspect, à qui il ne fallait absolument pas faire confiance. Séville, octobre 1517. Magellan comprend qu'il ne peut réussir seul. Il agit avec finesse, à la fois psychologue et stratège. Il commence par trouver un point d'ancrage, la demeure du puissant Diego Barbosa. Il ne se contente pas de nouer des relations. Il conquiert le cœur de la fille de ce dernier et l'épouse, s'intégrant ainsi pleinement à la société sévillane. Désormais, il n'est plus un vagabond, mais un citoyen respecté de Séville. Pourtant, la forteresse principale, la Chambre des Indes, demeure imprenable. Les autorités le considèrent comme un simple rêveur, promettant monts et merveilles alors qu'il peine à joindre les deux bouts. Le projet est rejeté, les portes se ferment, tout semble perdu. Magellan est au bord du gouffre lorsqu'un événement bouleverse le cours de l'histoire. Juan de Aranda, membre de la commission, sollicite secrètement une entrevue avec lui. Il flaire l'appât du gain. Dans le silence des bureaux, à l'insu du roi, un jeu dangereux se met en place. Magellan est prêt à tout pour récupérer ses navires. Mais sait-il quel prix son équipage devra payer pour avoir cru à une erreur devenue vérité? Juan de Aranda n'était pas un héros de roman, c'était un prédateur. Tandis que la commission officielle rejetait le projet de Magellan, Aranda flairait l'opportunité. C'était une manœuvre douteuse classique du XVIe siècle. En tant que fonctionnaire, il refusa, mais en tant que simple citoyen, il proposa un arrangement secret. Magellan s'engagea pleinement. Pour obtenir le financement, il rompit son serment d'allégeance à son associé, Falero, et révéla tous ses atouts à Aranda. Ils ne sont plus que trois. Magellan, symbole de sang-froid et d'expérience. Falero, représentant la justification scientifique, et Aranda, détenteur des clés du palais royal. Mais alors commence un véritable thriller psychologique. Rui Falero, astronome brillant mais mentalement instable, sombre dans la paranoïa. Il est furieux qu'un homme d'affaires s'accapare une part de leur future gloire et fortune. Scandale retentissant, accusations mutuelles et crise d'hystérie. Le projet manque de s'effondrer sous les yeux du roi. Ce n'est que lorsque la perspective d'une audience avec le monarque se profile à l'horizon que les associés, les dents serrées, se partagent la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. Aranda négocie pour lui un 1/8 de la richesse mondiale. Cher, peut-être. Mais sans lui, Magellan ne serait resté qu'un vagabond aux idées folles. Imaginez cette scène à Valladolid. Devant le jeune roi Charles Quint, futur maître de la moitié du monde, se tient un Portugais infirme, considéré comme un traître dans son pays. Magellan comprend que le nombre ne suffit pas. Le roi veut un spectacle. Alors, il joue son atout maître. Il fait venir son esclave, Enrique, un Malais exotique au visage délicat que les nobles espagnols voient pour la première fois. Il est la preuve vivante. Magellan lit des lettres d'un nouveau monde, plus riche que tout ce que Vasco de Gama avait jamais vu. Il promet de trouver un détroit secret, un paso, censément caché à tous. Et c'est là que réside toute l'intrigue. Connaissez-vous l'ironie? Magellan bluffe. Tous ses calculs, toutes les cartes de Falero, tout cela n'est qu'une immense erreur. Ils ignorent tout de la véritable étendue de l'océan Pacifique. Sur le globe qu'il présente au Conseil, Magellan laisse délibérément un espace vide, prétendant qu'il s'agit d'un grand secret. Et le bluff fonctionne. Même le cardinal Fonseca, l'ennemi juré de Colomb, le croit. Le roi signe la capitulation. Du jour au lendemain, l'émigrant sans le sou devient amiral et vice-roi de terres encore à découvrir. Mais le triomphe n'est que le début d'un cauchemar. Magellan devient un maniaque du détail. Il sait qu'en mer, le moindre oubli est synonyme de mort atroce. Il inspecte personnellement chaque clou, chaque sachet de biscuits, chaque baril de poudre. Tel Napoléon avant la traversée des Alpes, il planifie tout 2 ans à l'avance. Face à lui se dresse la bureaucratie, le sabotage des espions portugais et le mécontentement croissant des capitaines espagnols, qui vouent une haine farouche à leur amiral étranger. Magellan mise tout sur une carte erronée. Le piège se referme, la flotte est prête à appareiller et il n'y a plus de retour en arrière possible. Imaginez un homme qui ne se contente pas de commander une flotte, mais dont la vie dépend littéralement de chaque centimètre carré de ses navires. Magellan ne fait confiance à personne.
Pendant que les autres amiraux festoient, il fouille les cales, vérifiant chaque cordage et chaque baril de bœuf salé. Il connaît ses 5 navires comme sa poche. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'instinct de survie. Car il sait qu'ils veulent le tuer avant même qu'il n'ait levé l'ancre. Toute la puissance de la couronne portugaise est contre lui. Le roi Manuel est furieux. Son monopole sur l'or et les épices est en jeu. Dans un premier temps, on tente de corrompre Magellan. L'ambassadeur Alvaro da Costa lui murmure à l'oreille « Revenez, vous serez pardonné, l'or vous attend ». Mais Magellan comprend. Au lieu de l'or à Lisbonne, il sera poignardé dans une ruelle sombre. Il choisit de tout risquer pour l'Espagne. Mais le plus terrifiant se produit dans le port de Séville. L'espion portugais Sebastião Alvarez ourdit un complot aussi brillant que sordide. Un beau jour, il incite la foule à la révolte. Regardez, ce traître a hissé le drapeau portugais sur un navire espagnol. Quel affront pour la nation! La foule se transforme en une furie bestiale. Les épées sont dégainées et un massacre général commence à bord du vaisseau amiral. Magellan se dresse face à la foule, gardant un calme glacial tandis que les lames sifflent autour de lui. Seul un miracle lui évite la mort dans cette rébellion. Croyez-vous que les problèmes s'arrêtaient là? Non, ils ne faisaient que commencer. Le trésor était vide, les navires, d'après les espions, étaient pourris et mous comme du beurre. Et l'équipage? Ce n'étaient pas des marins d'élite, mais de la racaille venue de toute l'Europe. Allemands, Grecs, Noirs, Italiens, des hommes désespérés qui n'avaient plus rien à perdre. Et parmi eux, des capitaines espagnols qui haïssaient leur amiral étranger et n'attendaient que le moment de lui trancher la gorge. Juste avant le départ, l'espion Alvarez porte le coup de grâce le plus venimeux. Il s'approche de Magellan et lui murmure « Crois-tu que le roi d'Espagne te fasse confiance ? Tes officiers ont reçu l'ordre secret de t'arrêter dès que tu auras mis le pied en mer. » À cet instant, Magellan comprend qu'il est seul contre tous. Il est comme le héros d'une tragédie shakespearienne. Un transfuge en qui ni les siens ni les autres n'ont confiance. Mais c'est précisément ce qui le rend dangereux. Il prend une décision, ni démocratie, ni partage du pouvoir. Il se débarrasse de son partenaire, l'astronome Falero, et prend le commandement absolu. Le piège s'est refermé. Les cartes sont truquées, les capitaines fomentent de la mutinerie et les caravelles portugaises sillonnent déjà l'océan pour couler le navire. Mais le 20 septembre 1519, les canons tonnent, 5 navires prennent le large vers l'inconnu. Il n'y a pas de retour possible. Devant eux se trouve l'immortalité ou l'oubli dans les profondeurs. Et Magellan est préparé aux deux. Un silence de mort règne dans l'église Santa Maria de la Victoria. Magellan est agenouillé devant l'autel. Il tient entre ses mains l'étendard royal d'Espagne. Mais à cet instant, les fantômes du passé ressurgissent dans son esprit. Jadis, il avait prêté le même serment, mais sous un autre drapeau, celui des Portugais. À présent, il est un traître à sa patrie et un étranger pour ceux qu'il guide. 265 personnes le regardent s'éloigner. Pour elles, il est un dieu et un juge, un homme qui les mènera soit à l'or, soit les précipitera dans l'abîme. Dans le port de Sanlúcar, 5 navires attendent leur tour. Magellan les connaît comme s'il les avait construits lui-même. Il a personnellement inspecté chaque poutre, vérifiant qu'elle ne soit pas pourrie. Chaque cordage, chaque clou est passé entre ses mains. Il le sait, il n'y aura ni provisions, ni chantier naval en mer. Si un seul rivet cède lors d'une tempête, l'expédition ne sera plus qu'un charnier. Mais comment nourrir cette armée en pleine inconnue? Magellan transforme les cales en gigantesques entrepôts. Imaginez 10 tonnes de biscuits, des tonnes de bœuf salé, des centaines de meules de fromage et des montagnes d'oignons. Il embarque même 7 vaches vivantes pour que l'équipage ait du lait et de la viande frais. Et il y a tellement de vin que chaque marin reçoit une chope 2 fois par jour pendant 2 ans. Ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est une véritable ville dans le vide qui disparaît à l'horizon. Pourquoi agissent-ils ainsi? La réponse se cache dans les boîtes de troc. Elles contiennent des miroirs, des perles bon marché, des couteaux, des clochettes et des bonnets rouges. C'est la monnaie des tribus sauvages qui, espère Magellan, échangeront de l'or contre ces babioles brillantes. Il croit que la civilisation est faite de commerce. Il croit que chaque être humain au monde désire ce qu'un Européen désire. Mais l'océan lui montrera bientôt à quel point il se trompe. Lorsque les navires prennent enfin la mer, Magellan ne ressent aucun triomphe. Il éprouve un profond sentiment de lourdeur. Il sait que chaque homme sur ces ponts est un conspirateur potentiel. Il sait que chaque nœud de vitesse le rapproche des confins de la carte, là où, selon les sages du Moyen-Âge, vivent des monstres marins et où l'eau bout sous le soleil brûlant. Mais il poursuit sa route. Il ne se retourne pas vers le rivage qui lui est devenu étranger.
La mer semble calme les premiers jours, mais ce n'est qu'un sourire trompeur, celui de la mort. Magellan le sait, l'Atlantique l'attend, et au-delà, le mur de l'Amérique. Il ignore que ce mur s'étend sur 10 000 kilomètres. Il ignore que ce qui l'attend n'est pas un détroit, mais l'enfer. Pourtant, le feu froid de l'obsession brûle dans ses yeux. C'est un homme qui a brûlé tous ses ponts. Il n'a plus ni foyer, ni famille, ni reconnaissance. Il ne lui reste que 5 navires, un tas de biscuits avariés et un rêve qui fera de lui le plus grand navigateur de l'histoire ou le réduira en poussière. Regardez-le à cet instant. Debout, à la poupe, il contemple l'horizon où le ciel rencontre l'océan. Sa boiterie est à peine perceptible tandis que le navire tangue sur les vagues. Il incarne une volonté qui refuse la défaite. Il est l'homme qui a décidé que la terre est ronde, quitte à couler toute sa flotte pour le prouver. Et ainsi, les derniers contours de la côte espagnole se fondent dans la brume. Un grand silence s'installe, seulement troublé par le craquement des mâts et le grondement des vagues. Devant lui s'étend l'inconnu. Devant lui s'étend un océan que nul n'a jamais traversé dans cette direction. Devant lui s'étend la mort ou l'éternité. Et Magellan, serrant contre lui ses instruments de navigation, fait le premier pas dans cet abîme. Il ignore encore que dans quelques mois, son équipage rongera des lanières de cuir pour survivre. Il ignore encore que ses capitaines aiguiseront des couteaux pour le poignarder dans le dos. Il ignore encore qu'il ne reviendra jamais. Mais il y va. Et c'est là que réside sa grandeur. L'histoire de Magellan est bien plus qu'une simple chronique de découverte géographique. C'est l'histoire d'une personne entièrement consumée par une seule idée. Comment la foi en sa propre rectitude devient plus forte que la peur, plus forte que la faim, plus forte que la trahison. Il était un paria, un menteur, un tyran. Mais il était aussi celui qui a osé regarder au-delà de l'horizon. Quand on regarde une carte du monde aujourd'hui, on voit les contours familiers des continents. On oublie que pour les gens de cette époque, le monde était une feuille de papier plate sur laquelle étaient dessinés des dragons et l'inscription « Ici vivent des monstres ». Magellan effaça cette inscription. Il prouva que le monde est un tout, mais à quel prix? Les rats commencent déjà à infester les cales des navires. L'humidité imprègne tout, des voiles aux vêtements des marins. Le sel ronge le bois et la peur s'installe dans l'esprit des hommes. Ils regardent leur amiral et ne voient pas un héros, mais un fou qui les mène au bout du monde. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent emprunter cette voie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent mourir pour le caprice d'un Portugais boiteux. Mais Magellan ignore les murmures. Il le sait. Un chef est celui qui voit le plus loin. Il sait que s'ils s'arrêtent, ils mourront. S'ils rebroussent chemin, la honte et l'exécution les attendent. La seule voie possible est celle de l'avant. À travers les tempêtes, dans le calme, à travers les mutineries, imaginez une nuit au milieu de l'Atlantique, un ciel noir parsemé d'étoiles qui semblent plus proches que jamais. Le navire tangue doucement. Magellan est éveillé. Il étudie les cartes qu'il a dessinées lui-même. Il cherche des signes. Il cherche des indices dans les mouvements des astres. Il croit que les étoiles le guident vers sa destination. Et dans cette conviction, il est seul. Aucun membre de son équipage ne le comprend. Pour eux, c'est un étranger, parlant une autre langue, priant d'autres dieux. Et ce fossé entre lui et son peuple ne fera que s'agrandir. Il deviendra la ligne de fracture qui mènera inévitablement à une fin sanglante. Mais pour l'instant, il continue d'avancer. 5 navires, 5 espoirs, 5 destins entrelacés dans une grande aventure. Ils sont comme des grains de sable dans l'océan. Mais ces grains de sable portent en eux une étincelle qui changera tout. Ils portent en eux un savoir qui révolutionnera la conscience humaine. Ils portent en eux l'avenir. Suivez ce chemin, car ce qui suit est bien plus qu'une simple aventure. C'est la confrontation d'un homme avec sa propre nature. C'est une épreuve de force que nul autre ne pourrait réussir. Voici l'histoire d'une erreur, d'un bluff, d'un mensonge qui peuvent se transformer en une vérité qui traversera les siècles. Nous entamons ce voyage avec eux. Nous sentons le vent salé sur nos visages. Nous entendons le craquement du bois comme un gémissement d'agonie. Nous voyons Magellan serrer les dents, se préparant à l'épreuve qui l'attend. Et nous comprenons, ce n'était pas un simple voyage, c'était un voyage au-delà de l'impossible. Devant lui s'étend l'Amérique du Sud. Devant lui s'étend un détroit qui portera son nom. Devant lui s'étend un océan qu'il appellera Pacifique, ignorant les tempêtes qu'il recèle. Devant lui s'étend la mort qu'il attend déjà aux Philippines. Mais à présent, à cet instant précis, il est le capitaine. Il est un découvreur, il est l'homme qui tient entre ses mains le destin du monde entier. Et il n'a aucune intention de lâcher prise. Êtes-vous prêt à voir cette histoire se dérouler jusqu'à son dénouement? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cachait derrière ce mur que Magellan a si désespérément tenté de franchir? Le voyage ne fait que commencer.
et il sera unique en son genre. Plongé dans ce chaos, cette passion, ce grand drame, où chaque pas est un risque et chaque jour une lutte pour la survie. Après tout, c'est de récits comme celui-ci que se tisse la trame de notre réalité. L'histoire de Magellan est plus qu'un simple fait du passé. C'est un miroir dans lequel chacun de nous peut voir ses propres peurs et ses propres rêves. Restez à l'écoute, le suspense ne fait que s'intensifier. Les cales des 5 navires espagnols qui s'apprêtent à quitter Séville ne contiennent ni lingots d'or ni sacs de pierres précieuses. Ces trésors qui alimentent habituellement les expéditions royales. Elles renferment en revanche des marchandises qui, au premier abord, semblent être de la camelote. 20 000 cloches bon marché, des miroirs qui reflètent à peine un visage et des couteaux de piètre qualité, faits d'un fer allemand cassant. Pour le marchand moyen, ce ne sont que des babioles, mais Ferdinand Magellan regarde ces caisses avec une lueur prédatrice dans les yeux. Il comprend mieux que quiconque la psychologie des sauvages vivant à l'autre bout du monde. Il sait que dans un monde où les épices valent plus que l'or, où une poignée de clous de girofle peut sauver des vies, ces miroirs seront la clé d'une richesse qui fera plier les monarques d'Europe devant lui. Mais si le commerce échoue, si les chefs indigènes refusent de se séparer de leurs trésors de leur plein gré, les canons se mettront à gronder. 58 canons sont déjà pointés vers l'horizon, prêts à réduire n'importe quel port en ruine. Cependant, la plus grande menace pour Magellan ne réside ni dans les tempêtes de l'Atlantique, ni dans les canons des flottes ennemies. Elle se trouve ici même, sur le pont, dans les cabines lambrissées de bois précieux. Les capitaines espagnols, Juan de Cartagena et Gaspar de Quesada, vouent une haine féroce à leur amiral. À leurs yeux, c'est un parvenu portugais, un homme qui a changé de pavillon par intérêt personnel, un traître qui leur a volé leur gloire et le droit de commander cette expédition. Magellan sent leur regard peser sur lui chaque fois qu'il met le pied sur le pont. C'est comme un poignard entre ses omoplates qui l'empêche de dormir. De son immense équipage de plusieurs centaines d'hommes, il ne peut faire confiance qu'à une poignée d'amis portugais fidèles. Les autres sont une poudrière tapie dans la cale, prête à exploser à tout instant. Au milieu de cette bande hétéroclite de mercenaires, d'aventuriers et de fugitifs, un homme singulier s'est glissé parmi eux, l'Italien Antonio Pigafetta. Il n'est pas là pour l'argent, le statut social ou le pouvoir, il est là pour contempler les merveilles du monde de ses propres yeux. Sans cet aventurier curieux et méticuleux, nous n'aurions jamais su la vérité sur ce qui s'est passé en ces jours où le ciel et la mer ne formaient plus qu'un seul linceul gris. 2 jours avant son départ, Magellan s'installe à son bureau et rédige son testament. Ce n'est pas un simple document légal, c'est le manifeste d'un homme qui n'attend aucune clémence du destin. Il lègue des richesses qu'il ne possède pas encore, des terres encore inexplorées, et ordonne des milliers de messes pour le salut de son âme. Il est d'une honnêteté brutale envers lui-même. Il sait qu'il reviendra en Espagne comme l'homme le plus riche du monde ou que ses eaux reposeront au fond de l'océan, oublié de tous. Magellan a réussi son épreuve, il est prêt à défier Dieu, les rois et la nature elle-même. Il n'y a pas de retour en arrière. Seulement en avant, vers l'immortalité, à travers la glace et le feu. Mais un détail de ce testament est glaçant. Magellan, homme sévère, presque fanatique, fait soudain preuve d'une clémence touchante, presque paternelle envers son esclave Enrique. Il lui accorde la liberté et de l'argent comme pour apaiser sa conscience avant sa rencontre avec le juge suprême. C'est comme s'il pressentait que son propre fils ne survivrait pas à cette expédition, que sa lignée s'éteindrait dans cette aventure et cette sombre prophétie se révélera terriblement juste. 20 septembre 1519. Le grondement des canons annonçant le départ, les larmes de sa femme qu'il voit pour la dernière fois de sa vie et 5 navires voguant lentement vers l'inconnu. Mais le véritable ennemi est déjà à bord. Alors qu'il était encore à Tenerife, Magellan a reçu une lettre secrète. Les capitaines espagnols, menés par Juan de Cartagena, complotent une mutinerie. Imaginez cette tension insoutenable, des milliers de kilomètres d'océan désert et impitoyable s'étendent devant lui. Et l'amiral sait que derrière lui, ceux qui auraient dû le soutenir aiguisent déjà leurs couteaux. Magellan instaure un régime de contrôle total. La nuit, des lumières brillent à la poupe du vaisseau amiral. 1, 2, 3, ce ne sont pas de simples signaux pour la flotte. C'est la laisse qui lui sert de bouc émissaire à ses capitaines. Ils sont contraints de le suivre comme des chiens sans pouvoir dévier d'un pouce. Les capitaines sont furieux.
Fiers hidalgos espagnols, descendants de chevaliers, ils subissent de les brimades d'un Portugais taciturne qui ne juge pas nécessaire d'expliquer ses décisions, même à ses plus proches confidents. Lorsque Magellan change brusquement de cap, menant toute la flotte vers les côtes africaines, Carthagène entre dans une colère noire. Il refuse publiquement d'appeler Magellan amiral, le désignant simplement comme capitaine, le discréditant ainsi aux yeux de l'équipage. C'était un défi ouvert, lancé à son visage, et Magellan l'accueillit comme lui seul savait le faire, avec un calme glacial et un coup soudain et dévastateur. Il attira les capitaines en conseil, et là, au beau milieu du pont, sous les yeux ébahis des marins, il saisit Cartagena à pleine main et s'écria « Tu es mon prisonnier !» Ce fut un choc. La mutinerie des hommes enchaînés et les autres capitaines paralysés par cette confiance démoniaque, cette détermination à aller jusqu'au bout. Magellan montra à tous qu'il n'y avait qu'une seule volonté sur ces navires, la sienne. Après 11 semaines d'une traversée exténuante, dans une eau croupie et des vivres moisis, ils atteignirent enfin la baie de Rio de Janeiro. Pour les marins épuisés, ce fut le paradis sur terre, des ananas magnifiques, des perroquets aux couleurs éclatantes criant dans la jungle dense, et des indigènes prêts à troquer une montagne de nourriture fraîche contre un simple miroir ou un hameçon rouillé. Abasourdis par leur longue privation, les marins se jetèrent dans les bras de belles femmes à la peau sombre, oubliant le scorbut, les tempêtes et ce qui les attendait. Pigafetta, le chroniqueur du voyage, eut à peine le temps de consigner les merveilles de ce nouveau monde émerveillé par tout ce qu'il voyait. Mais tandis que l'équipage savourait cette idylle tropicale, Magellan gardait les yeux rivés sur l'horizon. Il savait que ce n'était qu'un bref répit avant le véritable cauchemar. Devant eux se dressaient des eaux glacées, des détroits inconnus et une trahison qu'une simple arrestation ne saurait enrayer. Le grand voyage ne fait que commencer et le prix de l'immortalité sera bien plus élevé que les milliers de messes ordonnées dans son testament. Il n'y a pas de retour possible. Seul l'inconnu s'offre à nous. Magellan quitte le paradis tropical de Rio de Janeiro, mais son âme est tourmentée. Il tient entre ses mains la carte secrète de Martin Behaim qui promet le passage tant convoité vers la mer du Sud à portée de main. Et puis, le 10 janvier, une baie incroyable s'ouvre devant eux. L'équipage exulte, les marins s'étreignent, criant « Nous l'avons trouvé, c'est le détroit !» L'étendue d'eau est si vaste que les rivages sont invisibles et la voie semble libre. Les marins s'imaginent déjà au Japon et en Chine, rêvant des trésors légendaires de Golconde. Mais après 2 semaines d'exploration, un coup dur les frappe. Ce n'est pas la route vers l'océan, c'est tout simplement le gigantesque fleuve d'eau douce, le Rio de la Plata. Le grand secret de Magellan s'est révélé être une arnaque. Les cartes ont menti, les calculs de Falero étaient erronés et l'amiral lui-même apparaît désormais comme un imposteur et un aventurier aux yeux de son propre équipage. Imaginez maintenant l'état d'esprit de cet homme. Il comprend, si le passage existe, il se trouve bien plus au sud. Et le sud, à ces latitudes, n'est pas synonyme de chaleur, c'est l'enfer glacé de l'Antarctique. Ici, février et mars ne marquent pas la fin de l'été, mais le prélude à un hiver rigoureux. Magellan est confronté à un choix terrible, avouer sa défaite au roi, rentrer en Espagne déshonoré et risquer de finir ses jours en prison, ou bien mener ses hommes épuisés vers l'inconnu glacé. Il choisit le risque. La flottille avance lentement le long des rivages sablonneux et déserts où, au lieu de palmiers luxuriants, ne poussent que des manchots apeurés et des phoques paresseux sur les rochers. Le ciel est voilé de nuages plombés, des tempêtes glaciales déchirent les voiles et les mains des marins, engourdis et ensanglantés, s'agrippent aux cordages glacés. Un murmure inquiétant s'élève du gaillard d'avant. Les marins pressentent instinctivement qu'ils sont tombés dans un piège. Pourquoi sommes-nous ici? Où sont nos îles paradisiaques? Pourquoi ce Portugais maussade reste-t-il silencieux? La rumeur court que Magellan joue un double jeu et compte couler les navires espagnols pour s'attirer les faveurs de son souverain portugais. L'amiral tente de calmer les esprits par des promesses de gloire et de récompense, mais de belles paroles peuvent-elles réchauffer un corps transi de froid? La situation s'envenime. Les capitaines espagnols, Cartagena, Mendoza et Quesada, ne sont plus disposés à se taire. En tant que représentants du roi, ils exigent un rapport. Où allons-nous? Mais Magellan est incapable de répondre. Il n'a plus aucun atout dans sa manche. Il navigue à l'aveuglette, s'accrochant à un espoir illusoire. Ses seuls instruments de pouvoir sont désormais le silence et une volonté de faire. Le 31 mars, la flottille pénètre dans la baie de San Julián. C'est le bout du monde, un désert hostile et mort où le vent glace jusqu'aux os. Magellan annonce « Nous resterons ici pour l'hiver ». Puis il porte le coup de grâce.
Il ordonne de réduire les rations alimentaires au minimum. Un acte d'une audace téméraire frôlant la tyrannie. Dans le silence glacial de la baie, sous le poids de la faim, la tension atteint son paroxysme. Pour sauver la face, l'amiral invite les officiers à un dîner de Pâques. Mais les chaises dressées restent vides, les mets délicats intacts. Les capitaines n'ont pas seulement refusé de manger, ils l'ont ouvertement défié. La mutinerie n'est plus seulement dans l'air, elle a commencé. Et le prix de cette confrontation ne se mesurera pas en or mais en vies humaines. Commencent les 5 jours les plus longs de la vie de Magellan. Magellan est assis à table, plongé dans un silence absolu. En face de lui, des chaises vides. Ce n'est pas un simple dîner gâché, c'est une mutinerie ouverte. 3 capitaines espagnols viennent de cracher au visage de l'amiral, déclarant ainsi « Votre autorité est terminée ». Mais Magellan ne crie pas, ne se met pas en colère, n'appelle pas les gardes. Il éteint calmement les lumières et attend. Dans l'obscurité totale de la nuit antarctique, une embarcation glisse sur l'eau glacée. Les conspirateurs agissent vite et brutalement. La capture du San Antonio se transforme en un massacre sanglant. Le timonier Elorriaga tente de donner l'alerte, mais reçoit 6 coups de couteau dans la poitrine. La situation semble désormais désespérée. Les rebelles disposent de 3 navires immenses, Magellan d'un seul vaisseau amiral et d'un petit navire de ravitaillement. 3 contre 1. Aux échecs, c'est un échec et mate en 2 coups. N'importe quel homme censé à sa place aurait entamé des négociations de reddition, espérant au moins sauver sa peau, mais Magellan ignore le sens du mot « compromis ». Ses nerfs sont d'acier. Il perçoit ce que les autres ne voient pas. L'incertitude dissimulée de l'ennemi. Les mutins lui envoient une lettre lui proposant la paix à leurs conditions. C'est leur erreur fatale, ils lui ont laissé le temps de réfléchir. Magellan conçoit une manœuvre qui restera dans l'histoire comme la contre-attaque la plus audacieuse jamais menée en haute mer. Il ne lance pas d'assaut frontal contre le navire capturé. Il frappe là où on l'attend le moins. Une petite embarcation s'approche du Victoria. 6 hommes seulement contre un équipage au complet. Le capitaine Mendoza, sur le pont, se contente de sourire. Que feront ces téméraires face à mes canons ? Il prend la lettre, commence à lire, et à cet instant, son rire se mue en un râle d'agonie. D'un geste fulgurant, Alguacil et Spinoza lui enfoncent un poignard dans la gorge. Tandis que l'équipage reste stupéfait, les hommes armés de Magellan font irruption sur le pont. La partie est terminée. En 5 minutes, l'amiral reprend le contrôle de la flotte. Mais l'heure de la vengeance sanglante a sonné. Magellan sait que s'il exécute tous les coupables, il ne restera plus personne pour naviguer. Il a besoin de marins, mais aussi d'une peur paralysante qui fera oublier à tous leur mutinerie. Il choisit une victime, le capitaine Quesada, et c'est le début d'un véritable thriller psychologique. Le valet personnel de Quesada est désigné bourreau. Magellan lui présente un choix diabolique, mourir avec son maître ou prendre l'épée et lui trancher la tête lui-même. Le valet choisit la vie. Sous les yeux de toute la flottille, la tête du noble espagnol roule sur le pont. Le principal instigateur, Carthagène, subit un châtiment encore plus terrible. Il n'est pas tué sur le coup. On l'abandonne sur une rive glacée et déserte, avec pour seul bien quelques biscuits et une bouteille de vin. C'est une condamnation à mort sans appel. Une lente agonie dans un royaume de froid éternel où ne règnent que pierres et vents. Pendant 5 mois, les hommes de Magellan pourrirent dans cette baie maudite jusqu'à ce qu'une chose incroyable émerge du brouillard. Un géant. Un homme presque 2 fois plus grand que lui, le visage peint et vêtu de peau de bête. Les Espagnols, figés d'horreur et de fascination, les appelèrent les Patagoniens, aux grands pieds. Mais derrière ce miracle persistait une forte odeur de sang. Magellan avait prouvé qu'il était prêt à anéantir quiconque se dresserait sur son chemin jusqu'aux confins du monde. Mais comprenait-il alors que cette victoire n'était que le début de sa propre fin ? Regardez ces horizons, car les choses ne feront qu'empirer, et chaque pas en avant leur coûtera non seulement de l'or, mais aussi leur propre vie. Devant eux s'étendaient des brouillards qui engloutissaient les navires, et des détroits sinueux et traîtres comme des serpents. Chaque matin, les marins s'éveillaient avec la pensée que ce jour serait le dernier. Ils voyaient leurs camarades sombrer dans la folie, rongés par la faim, le scorbut ou la certitude de ne jamais revoir leur terre natale. Magellan, pourtant, poursuivait sa route comme possédé. Il n'était plus un homme au sens conventionnel du terme. Il était devenu un symbole, l'incarnation de la volonté humaine qui ne connaît pas de frontières. Il naviguait sur des cartes approximatives à travers une mer que nul avant lui n'avait osé traverser. Parfois, durant les rares heures de calme nocturne, lorsque l'océan était immobile, Magellan sortait sur le pont et contemplait les étoiles. À quoi pensait-il ?
Se souvenait-il de sa femme restée à Séville? Entendait-il dans le bruissement du vent les voix de ceux qui l'avaient envoyé à la mort pour son rêve? Ou était-il si absorbé par son objectif que toute émotion humaine s'était depuis longtemps atrophiée, cédant la place à la froide logique mathématique d'un navigateur? Nous ne le saurons jamais vraiment. Pigafetta, qui consignait le moindre geste de l'amiral, ne put lui non plus percer son âme. Il ne voyait que la surface. Un homme qui ne fléchissait pas face à la trahison, qui ne reculait pas lorsqu'il perdait espoir, qui menait sa flottille dans l'abîme, persuadé que là, au-delà de l'horizon, se trouvait le chemin vers un monde nouveau. Et cette route existait bel et bien. Mais à quel prix fut-elle découverte? Lorsqu'ils atteignirent enfin les eaux qui allèrent devenir l'océan Pacifique, l'équipage était épuisé. Sans eau douce, ils se nourrissaient de sueur et de cuir provenant des mâts pour survivre. La mort rôdait sur les ponts, faisant sa moisson chaque jour. Mais Magellan ne s'arrêta pas. Il poussa les navires en avant vers l'inconnu dans un océan si vaste qu'il dépassait les espérances les plus folles des cartographes de l'époque. Chaque jour était un combat, chaque heure une épreuve. Et chaque marin qui survécut à ce voyage en fut à jamais transformé. Il n'était plus ces hommes simples qui avaient quitté Séville pour l'argent facile. Ils étaient devenus différents, endurcis par le feu et la glace, ayant vu des choses que personne au pays n'aurait cru. Ils avaient été témoins de la façon dont un homme peut défier la nature elle-même et triompher, même si le prix de cette victoire était son âme. Quand on se penche aujourd'hui sur l'histoire de Magellan, on voit bien plus qu'un simple navigateur, on voit un homme qui a repoussé les limites du possible. Il a démontré que le monde est infiniment plus vaste qu'on ne l'imagine, et que la peur n'est qu'un obstacle surmontable grâce à une détermination sans faille. Mais derrière cette épopée se cache toujours une ombre. L'ombre de ceux qui n'ont pas survécu, de ceux qui ont été abandonnés sur le rivage, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le rêve d'un autre. C'est une histoire de grandeur et de cruauté, de la lumière de la découverte et des ténèbres de l'âme humaine. Et elle perdure tant que nous nous en souvenons. La route de Magellan n'est pas qu'un simple itinéraire sur une carte. C'est le voyage de chacun d'entre nous qui avons osé nous aventurer en territoire inconnu sans savoir ce qui nous attend. C'est l'histoire d'une idée qui peut tout changer, d'une personne qui peut bouleverser le monde, même si elle y laisse sa propre vie. Et tandis que nous contemplons cet horizon infini, une question nous taraude. Sommes-nous prêts à prendre un tel risque? Sommes-nous prêts à tout risquer pour nos convictions? Chacun de nous trouve la réponse à cette question en se regardant dans le miroir, reflet de son passé et de son avenir, un avenir semé d'embûches et de grandes réussites. L'histoire de Magellan nous rappelle sans cesse que rien n'est impossible à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, même si ce bout est l'abîme sans fond de l'océan, même si ce chemin ne mène nulle part, car c'est précisément dans ce mouvement, dans cette quête de l'inaccessible, que réside le véritable sens de l'existence humaine. Et tant que nous continuerons à contempler les étoiles, tant que nous continuerons à explorer de nouvelles voies, l'histoire de Magellan vivra en nous, inspirant de nouveaux exploits et nous rappelant que même le plus austère des amis n'était autrefois qu'un homme qui rêvait d'un avenir meilleur. De nouvelles terres, de nouvelles rencontres et de nouvelles trahisons les attendaient. L'histoire ne s'arrête pas à la baie de San Julian. Elle prend de l'ampleur, se transformant en une saga épique de courage, de passion et de cette force insondable qui anime ceux qui décident de défier la mort. Et nous continuerons à raconter cette histoire, pas à pas, jour après jour, jusqu'au terme de ce grand voyage. Restez avec nous, car le plus intéressant reste à venir. Nous commençons à peine à plonger dans ce chaos, dans ce drame, où chaque jour est un combat et chaque décision, une question de vie ou de mort. Et croyez-moi, cette histoire est capable de surprendre même ceux qui pensaient tout savoir de Magellan. Le chemin vers l'immortalité ne fait que commencer et il sera unique en son genre. Imaginez cet instant, un géant bienveillant, un de ces Patagoniens dont la taille paraissait monstrueuse aux Européens, se regarde dans un miroir que lui tend un marin. Il rit de bon cœur, examinant son reflet, ignorant que le miroir n'est qu'un appât dans un piège mortel. Ferdinand Magellan, un homme à la volonté plus forte que l'acier espagnol, exécute les ordres de la couronne avec une froideur effrayante. Il a besoin de trophées vivants pour prouver à l'Europe qu'il a véritablement atteint le bout du monde et rencontré des géants. La ruse est exécutée à la perfection. Les Patagoniens sont généreusement couverts de perles, de miroirs et de couteaux, et lorsque leurs mains sont pleines de présents, de lourdes chaînes se referment soudainement sur leurs pieds.
Au début, les sauvages ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils prennent le métal froid pour un autre ornement, un cadeau qui souligne leur statut, mais lorsque l'acier mord leur peau, lorsqu'ils réalisent que leur liberté leur a été arrachée, le monde bascule à jamais. Avec ce clic des verrous, une véritable guerre commence. Le silence de la baie de San Julián, qui jusque-là semblait n'être qu'un paysage aride, se transforme en une arène où deux mondes étrangers s'entrechoquent. Mais la malédiction qui pèse sur ce lieu semble s'intensifier. Magellan perd le Santiago, son meilleur navire éclaireur, qui s'échoue sur les rochers lors d'une violente tempête. De cet enfer de glace, de ces tempêtes de neige interminables, deux fantômes émergent envers le camp. Ce sont les marins survivants qui, pendant 11 jours, ont pataugé dans cet enfer, ne subsistant que de racines et de charognes pour apporter à l'amiral la nouvelle du naufrage. À cet instant, l'amiral de fer vacille pour la première fois. Il est prisonnier de cette cage de glace, ses provisions fondent sous ses yeux et l'équipage, épuisé par le froid et la peur, commence à murmurer qu'il est temps de rentrer. Ils attendent 2 longs mois, une attente insoutenable jusqu'au printemps. Magellan fixe l'horizon, ignorant qu'il ne reste que 2 jours avant la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, le passage même qui va redessiner la carte du monde. C'est comme si le destin se moquait de lui, le maintenant au seuil même de l'immortalité, le forçant à se tordre de douleur dans l'angoisse de l'inconnu. Nous sommes le 21 octobre 1925. Cap Maidens. Un labyrinthe lugubre s'ouvre devant eux, rempli d'eau d'un noir d'encre et cerné de pics enneigés aux arêtes acérées. Loin du paradis dont rêvèrent les marins, ce paysage ressemble à une descente aux enfers, où chaque virage ne promet pas de nouvelles terres, mais une mort certaine. L'équipage est furieux. Les marins hurlent au visage de l'amiral. « Ce n'est qu'un fjord, encore une impasse, nous perdons notre temps, nous gaspillons nos dernières ressources dans ce trou de glace. » Mais Magellan, obsédé par son idée, prend tous les risques. Il envoie 2 navires au cœur de cette gorge, en territoire inconnu. Et la nature se déchaîne. Un ouragan d'une violence inouïe arrache les navires, pourtant solidement ancrés, de leurs amarres comme des éclats de bois. 2 jours d'enfer. Magellan, debout sur le pont du vaisseau amiral, est certain que la moitié de sa flotte a déjà été fracassée contre les rochers et a sombré, emportant avec elle tout espoir de retour. Et soudain, alors que l'espoir semblait s'évanouir, une fine colonne de fumée à peine perceptible apparut à l'horizon. Le cœur de l'amiral se serra. Était-ce un appel de détresse des survivants du naufrage? Étaient-ce les derniers souffles des mourants? Non. Surgissant du brouillard, fendant le voile gris, apparurent le San Antonio et le Concepción, canon crachant le feu. Il l'avait le trouvé, eau salée, puissant courant qui n'avait rien à voir avec ceux d'un fleuve. Ce n'était pas un fleuve, c'était un détroit. C'était enfin la voie qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils y pénètrent comme des ombres s'insinuant dans le royaume des morts. La nuit venue, des lueurs mystérieuses jaillissent sur les rivages. Nul ne sait qui les allume, les hommes ou la terre elle-même crachant des flammes. Ainsi naît le nom légendaire de Terre de Feu. Il n'y a âme qui vive, seulement un vent glacial hurlant dans les gréements et un silence inquiétant qui glace le sang. Magellan est le premier de l'histoire à naviguer dans ce labyrinthe mortel sans perdre un seul navire. C'est le triomphe de la volonté humaine sur le bon sens, sur la peur, sur la nature elle-même. Mais au comble de cette incroyable victoire, Magellan fait quelque chose d'inexplicable. L'homme qui peu de temps auparavant exécutait les rebelles et n'écoutait personne, convoque soudain un conseil de capitaines. Il leur demande leur avis. Faut-il poursuivre l'expédition ou rebrousser chemin tant qu'il reste une chance de rentrer en Espagne? Pourquoi ce tyran se met-il soudain à jouer les démocratiques? Qu'a-t-il ressenti là, à l'ombre de la terre de feu entourée de glace et de mort? La réponse à cette question décidera du sort de toute l'expédition. En réalité, Magellan a déjà gagné. Le détroit a été trouvé, le labyrinthe traversé et le dictateur peut désormais s'offrir le luxe de l'humanité. Il joue carte sur table car il a déjà l'atout maître. Mais une vérité terrifiante résonne autour de la table du conseil. Il ne reste que 3 mois de provisions. Les capitaines sont terrifiés. La voix de la raison, incarnée par Esteban Gomez, exige un retour immédiat. « Nous avons trouvé le chemin, cela suffit, dit-il. Si nous allons plus loin, une mort atroce nous attend. » La logique était de son côté. Cette proposition aurait pu sauver 200 vies. Mais Magellan ne désirait pas seulement la vie. Il aspirait à l'immortalité. Il prononça des paroles qui allèrent se révéler prophétiques. Même s'il nous faut ronger la peau qui recouvre nos gréements, nous atteindrons les îles aux épices. À cet instant, il signe en réalité l'arrêt de mort de son équipage.
Mais le destin lui réserve un autre coup, plus insidieux et plus cruel encore. Le plus grand navire de la flottille, le San Antonio qui transportait la majeure partie des provisions, disparaît sans laisser de traces. Trahison? Désertion? Magellan est anéanti. Il ordonne d'allumer des feux sur les rochers et de lancer des recherches, mais l'océan reste muet. Désormais, son expédition n'est plus seulement un pari risqué, c'est un suicide pur et simple. Sans le San Antonio, ils sont condamnés à mourir de faim. Magellan le comprend, il n'y a pas de retour en arrière. À Séville, il sera traité de tyran et de traître s'il revient sans victoire. La seule façon de survivre est de gagner. Ainsi, le 28 novembre 1915 se produit le plus grand miracle de l'histoire de la navigation. 3 petits navires, meurtris par les tempêtes, émergent de l'ombre de la terre de feu pour se retrouver face à une étendue infinie, lisse comme un miroir. Une mer nouvelle s'ouvre à eux. Magellan, cet homme de fer qui réprima les mutineries sans sourciller, se couvre soudain le visage de ses mains. Des larmes brûlantes coulent sur sa barbe clairsemée. Il a tenu parole, il a trouvé le chemin. Dans un élan de gratitude, il nomme cet océan Pacifique, ignorant encore que ce calme plat se révélera plus terrifiant pour eux que n'importe quelle tempête. Un cauchemar de 100 jours commence dans le vide. Imaginez 3 mois de ciel bleu azur et de soleil brûlant. Pas un lopin de terre, pas une feuille fraîche pour espérer survivre. L'eau des tonneaux se transforme en une boue fétide qu'on ne peut boire qu'en se bouchant le nez. Les biscuits se réduisent en poussière grise, grouillant de verre et imbibés d'excréments de rats. La faim pousse les hommes au bord du gouffre. Un rat à bord devient un mets de choix, valant un demi-ducat d'or. Et quand les rats viennent à manquer, les marins se souviennent des paroles de l'amiral concernant le cuir de bœuf. Ils découpent de vieux morceaux de cuir durcis sur les mâts, les font tremper dans de l'eau salée pendant 5 jours, les rôtissent sur des braises et mangent la chair carbonisée, juste pour ne pas sombrer dans la folie. Chaque pont devient un hôpital flottant. Le scorbut consume les hommes vivants, leurs gencives tellement enflées qu'ils ne peuvent même plus fermer la bouche. Magellan avait découvert son royaume, mais le prix de ce triomphe dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait imaginer. Le plus grand exploit et la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité l'attendaient. La faim vous tenaille au point de ronger le vieux cuir durci des mâts, imbibé d'eau salée. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Le scorbut transforme votre bouche en un amas de sang. Vos gencives gonflent tellement que vous ne pouvez même plus fermer la bouche pour avaler des miettes. Vos dents tombent littéralement dans votre paume. Ceux qui parviennent encore à marcher ressemblent à des morts vivants, appuyés sur des bâtons. Même le légendaire Juan le Géant, le colosse de Patagonie qui engloutit un seau de nourriture en un seul repas, devint une ombre et fut le premier à sombrer. 100 jours en mer. 100 jours sans eau douce ni verdure. 3 navires ballottés par le désert bleu, et sans cette mer d'un calme inhabituel, l'histoire de Magellan se serait arrêtée là, au milieu des vagues silencieuses. Mais le destin aime jouer des tours cruels. Quand la terre apparut enfin à l'horizon, les marins épuisés pleurèrent de joie. Ils avaient déjà rêvé de rivières et de fruits, mais la réalité fut une véritable farce. Ce n'étaient que des rochers arides et morts, sans une goutte d'eau. Les marins les appelèrent les îles malheureuses. Encore des semaines de voyage pénibles, puis un nouveau cri. La terre, cette fois la vraie, c'étaient les îles Ladrones, les îles des voleurs. À peine les Espagnols avaient-ils jeté l'ancre que des centaines d'indigènes, à bord de leurs embarcations agiles, s'emparèrent des navires. Ignorant tout concept de propriété, ils s'emparèrent de tout ce qui brillait et, en un clin d'œil, ils découpèrent d'eux-mêmes une barque à l'arrière du vaisseau amiral. Furieux, Magellan, qui avait perdu une fortune à cause de cette barque, dépêcha un détachement punitif. 40 soldats armés de fusils incendièrent des huttes et tirèrent sur les hommes désarmés. Terrifiés, les indigènes tentaient d'arracher les flèches de leur corps, incapables de comprendre comment de si petits bâtons pouvaient tuer. Mais ce fut ce raid sanglant qui sauva l'expédition. Les Espagnols finirent par remplir les cales de porcs et de fruits. Mais le véritable choc attendait Magellan un peu plus tard. Et ce moment changea l'histoire à jamais. Arrivé sur la minuscule île de Massawa, Magellan fit débarquer son esclave malais, Enrique. Et alors, l'incroyable se produisit. Enrique resta figé, puis se mit à répondre aux indigènes. Il les comprenait. Un simple esclave, autrefois acheté au marché de Malacca et emmené vers l'ouest à travers l'Inde et l'Afrique, était revenu de l'est. À cet instant, Magellan comprit. La boucle était bouclée. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain avait fait le tour du monde et était revenu à sa langue maternelle.
La Terre était officiellement ronde. Cela ressemblait à un triomphe absolu. Magellan n'était plus un aventurier sans le sou, mais le vice-roi le plus riche des nouvelles terres. Les malades guérissaient, les indigènes se convertissaient au christianisme, stupéfaits par le grondement des canons espagnols et l'éclat de leurs cuirasses. Des jours de repos et de festins s'annonçaient, mais un piège se cachait derrière tout cela. Le génie de Magellan, sa patience d'acier, causa sa perte. Au lieu de charger ses navires d'épices et de rentrer victorieux, il décida de s'attarder pour consolider l'emprise de la couronne. Il dirigea sa flottille vers l'île de Cebu pour y affronter son destin. Il ignorait encore qu'il pénétrait dans un port qui serait le dernier. Le 7 avril 1915, les canons tirèrent une salve de bienvenue, effrayant des milliers de personnes sur le rivage. Magellan était au sommet de sa gloire, mais il ne lui restait que 20 jours avant la mort. Imaginez un homme qui vient d'accomplir l'impossible. Magellan a survécu à l'enfer, découvert un nouvel océan et est désormais presque un dieu aux yeux des indigènes. Mais ici, sur les rivages paradisiaques de Cebu, sa patience légendaire se transforme en un piège mortel. À 20 jours de la mort, il resserre l'étau autour de son cou. Tout commence par une subtile manœuvre diplomatique. Magellan envoie son esclave Enrique à terre. Sa mission ? Expliquer au raja local Humabon que le grondement des canons espagnols n'est pas une déclaration de guerre, mais le plus grand signe de respect. Mais le raja se révèle être bien plus qu'un simple d'esprit. Loin d'être un homme simple, c'est un politicien calculateur. Il exige un droit de passage dans le port, payer ou partir. Pour Magellan, il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est l'honneur de la couronne qui est en jeu. Il ne paiera pas tribut à n'importe quel roi. À ce moment-là, un marchand musulman, tout juste arrivé du Siam, entre en scène. Apercevant les immenses navires aux voiles ornés de croix, il pâlit d'horreur. « Prenez garde !» murmure-t-il au Raja. Ce sont les mêmes démons blancs qui ont conquis l'Inde et Malacca. Nul ne peut résister à leurs canons. Et puis, vient ce moment qui vous glace le sang. Magellan réalise, la boucle est bouclée. Il navigue vers l'ouest depuis 2 ans et a enfin rencontré un homme qui connaît les Européens. Un hémisphère a rencontré l'autre. L'impossible s'est produit. La Terre est officiellement devenue ronde sous la quille de son navire amiral. Magellan est au sommet de sa gloire. Mais il ne voit pas l'ombre qui se profile à l'horizon. Il croit que sa foi et ses canons sont une preuve irréfutable. Il ne comprend pas que dans ces eaux tropicales, où le ciel se confond avec l'océan, les règles du jeu ne sont pas dictées par celui qui possède le plus de canons, mais par celui qui connaît le mieux chaque récif, chaque sentier de la jungle. Raja Humabon, voyant la détermination des Espagnols, décide de jouer sa carte. Il propose une alliance à Magellan, mais cette alliance cache un piège mortel. Il demande à l'amiral de l'aider à écraser le chef rebelle d'une île voisine, Lapu-Lapu. Magellan, aveuglé par son propre importance, y voit une occasion de démontrer la puissance de l'Espagne et d'implanter le christianisme. Il croit qu'un éclair d'armure et un coup de feu tonitruant d'arquebuse suffiront à faire tomber les indigènes à genoux. Il ne se rend pas compte qu'il fonce droit dans un piège où sa logique inflexible se brisera face à une réalité qu'il refuse d'accepter. Il rassemble une armée, 60 hommes seulement contre des milliers de guerriers Lapu-Lapu. Il est persuadé que la victoire sera facile. Mais lorsqu'ils débarquent dans les eaux peu profondes au large de Mactan, ils comprennent leur erreur. Les navires ne peuvent s'approcher à cause des récifs coralliens. Les marins sont contraints de patauger dans l'eau jusqu'à la taille, lourdement armés. Ils sont vulnérables. Ils aperçoivent des milliers de guerriers rassemblés sur le rivage, armés de lances à pointe de bambou qui, entre des mains expertes, percent le bois et la chair aussi bien que les balles. Magellan donne l'ordre d'attaquer. Mais ce n'est pas une bataille, c'est un véritable carnage. Le poids des armures alourdit les Espagnols, l'eau entrave leur progression et les flèches et les lances pleuvent comme une grêle. Magellan tente d'organiser ses troupes, d'appliquer les tactiques qui lui ont valu des victoires en Europe, mais ici, dans ce chaos, elles sont vaines. Il voit ses hommes se faire empaler les uns après les autres. Lui-même se bat comme un lion, mais le combat est trop acharné. À cet instant, tandis que l'amiral tombe à l'eau, transpercé par une lance, il ne pense ni à une couronne ni à l'or. Il pense au fait qu'il a enfin réussi. Il a parcouru un chemin qui semblait impossible. Il a uni 2 mondes qui jusque-là s'ignoraient mutuellement. Sa mort marque le point d'orgue de son grand périple. Il meurt non en conquérant, mais en homme qui a défié le destin et s'est incliné à l'ultime épreuve. Mais était-ce vraiment la mort, ou bien le début d'une autre histoire, une histoire qui se perpétuera pendant des siècles? Son expédition, privée de son chef, poursuit son voyage. Épuisés et affamés, ils atteignent les îles aux épices,
remplissant leurs cales de clous de girofle et de cannelle qui valsaient plus que l'or. Ils rentrent en Espagne à bord d'un seul navire, le Victoria, qui semble flotter par miracle. Sur les 160 hommes partis, seuls 18 reviennent. Ils ont l'air de fantômes, de ressuscités. Mais ils ont rapporté bien plus que des épices. Ils ont rapporté la preuve que le monde est un. L'histoire de Magellan est bien plus que le simple récit d'un voyage en mer. C'est l'histoire de la détermination qui anime un homme, de la passion qu'il peut déployer pour atteindre un idéal. C'est l'histoire du prix à payer pour le progrès, pour le savoir, pour la possibilité de voir au-delà de l'horizon. Magellan n'a jamais vu son œuvre achevée. Il n'est pas rentré à Séville en héros, accueilli en héros. Il est resté là, sur les plages de Mactan, à des milliers de kilomètres de chez lui. Mais son nom est devenu synonyme de courage, synonyme de l'idée que rien n'est impossible à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Quand on regarde une carte du monde aujourd'hui, on voit les lignes qu'il a tracées, on voit les océans qu'il a nommés, on voit les îles qu'il a découvertes. Mais derrière ces noms se cachent les destins de centaines de personnes qui ont enduré l'enfer pour que nous puissions aujourd'hui comprendre la structure de notre planète. Tel fut le prix que l'humanité a payé pour cesser de craindre l'inconnu. Et chaque fois que nous réfléchissons à ce que signifie être un pionnier, nous devons nous souvenir du nom de cet homme qui a osé affronter la mort pour prouver que la Terre est ronde. Le voyage de Magellan nous rappelle que l'histoire ne s'écrit pas à l'encre sur du papier. Elle s'écrit avec le sang sur les ponts des navires, la sueur dans les jungles tropicales et les larmes dans le silence de l'océan. C'est l'histoire de la persévérance. Même quand tout semble perdurer, quand l'espoir s'évanouit comme la brume matinale, il faut continuer, car c'est seulement ainsi que l'on peut laisser une trace indélébile. Et bien que Magellan n'ait pas atteint son but, son voyage fut un commencement pour nous tous. Il a démontré que les limites n'existent que dans notre esprit, et qu'au-delà de tout horizon, aussi terrifiant soit-il, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel il vaut la peine de tout risquer. Ainsi prit fin une époque où le monde était fragmenté, où l'on craignait de naviguer au-delà d'un certain point, persuadé qu'un précipice d'où l'on risquait de tomber dans l'abîme nous attendait. Magellan dissipa ses craintes. Il prouva que le monde est un tout, relié par les océans. Et bien que le prix de cette découverte fût inimaginablement élevé, elle changea à jamais le cours de l'histoire humaine. Nous vivons encore dans le monde qu'il nous a aidés à découvrir, nous profitons encore des fruits de son audace. Et c'est peut-être là la véritable immortalité, être reconnu comme celui qui a osé défier le destin. Lorsque le dernier navire de sa flotte, endommagé et à moitié vide, entra dans le port de Séville, l'incrédulité fut générale. On s'attendait à voir des fantômes, mais on vit des êtres vivants porteurs de la nouvelle que l'impossible était devenu réalité. Ils apportèrent des épices, des récits de contrées féeriques et l'histoire d'un homme qui ne revint jamais, car il était resté là où commençait l'avenir. Sa mort n'était que le point final d'une longue phrase qu'il avait écrite toute sa vie. Et cette phrase résonne encore aujourd'hui. L'être humain est capable de tout s'il poursuit un but plus important que sa propre vie. L'histoire de Magellan est bien plus qu'un simple récit de navigation. C'est un miroir dans lequel chacun de nous peut se refléter ses propres peurs et ses propres rêves. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des marins. Et nous cherchons tous notre propre voie, notre propre chemin vers les îles qui nous promettent bonheur ou succès. Et comme Magellan, nous ignorons souvent ce qui nous attend au prochain virage. Mais nous persévérons, car c'est là le sens de notre existence. Nous partons à la découverte de ce qui se cache au-delà de l'horizon. Nous partons pour laisser notre empreinte dans l'histoire, même si le prix à payer est notre propre vie. Et dans ce mouvement perpétuel, dans cette quête sans fin du savoir, nous trouvons ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Magellan n'est plus, mais son voyage demeure. Ses navires sont depuis longtemps réduits en poussière, ses cartes sont obsolètes, mais son esprit, l'esprit d'un pionnier, vit en chacun de ceux qui osent rêver grand. Il a prouvé que le monde est bien plus qu'un ensemble de terres et de mers, mais un royaume d'opportunités qui attend ceux qui sont prêts à tout risquer pour le découvrir dans son intégralité. Et tant que nous continuerons à contempler les étoiles, tant que nous continuerons à construire des navires pour voguer vers l'inconnu, l'histoire de Ferdinand Magellan perdurera. Elle perdurera en chacun de nous, nous rappelant que même le voyage le plus long et le plus difficile commence par une décision. Ne jamais s'arrêter, quoi qu'il arrive. Regardez une carte aujourd'hui. Elle semble si familière, si compréhensible. Mais chaque fois que vous tracez une ligne à travers les océans, souvenez-vous, il y avait autrefois un vide.
Il y avait autrefois un lieu où vivaient des monstres, où la mer se transformait en cascade, où le monde s'arrêtait. Et c'est seulement grâce à des hommes comme Magellan que ce vide s'est rempli de sens. Il a changé notre compréhension de l'espace, il a changé notre compréhension de nous-mêmes. Il a montré que l'homme n'est pas qu'un grain de sable dans l'univers, mais une force capable de transformer la réalité elle-même. Et c'est là son plus grand triomphe, un triomphe qu'aucun échec, aucune perte ne saurait éclipser. L'histoire n'est pas encore terminée. Nous commençons à peine à explorer ce chaos, ce drame, où chaque jour est un combat et chaque décision une question de vie ou de mort. Croyez-moi, cette histoire surprendra même ceux qui pensaient tout savoir de Magellan. Le chemin vers l'immortalité continue, et il sera unique en son genre. Nous suivrons les traces de ce grand explorateur, pas à pas, jour après jour, jusqu'au terme de l'aventure. Restez avec nous, car le plus intéressant reste à venir. Nous venons à peine de lever le voile du mystère qui enveloppe cet incroyable voyage, et des découvertes encore plus passionnantes, des rebondissements encore plus dramatiques nous attendent. Car l'histoire de Magellan est l'histoire de l'humanité, et elle restera d'actualité tant que nous irons de l'avant, vers de nouveaux rivages, vers de nouveaux horizons, vers cette immortalité même qu'il a recherchée toute sa vie. Au lieu de recourir à la violence typique des conquistadors, Ferdinand Magellan choisit une autre voie. Il mise sur la diplomatie et le soft power. En quelques jours, il accomplit ce qui avait pris à d'autres conquérants des décennies de guerre brutale et de sièges sanglants. Sans tirer un seul coup de feu, sans verser une goutte de sang, il convertit toute la population de l'île de Cébut au christianisme. Le 14 avril 1521 devient le jour de son plus grand triomphe. Le Raja Humabon, souverain de ces terres, est baptisé et nommé Carlos en l'honneur du roi d'Espagne. Et son épouse reçoit le nom de Juana. Magellan, agenouillé devant l'autel, ne peut retenir ses larmes. Il est submergé par un bonheur authentique, presque fanatique. À cet instant, il est convaincu que Dieu lui-même le guide à travers des eaux inexplorées, qu'il est l'instrument choisi de la volonté divine. Mais c'est précisément cette foi aveugle en son propre caractère exceptionnel, ce sentiment d'être choisi, qu'il a jadis aidé à traverser l'océan, qui se transforme aujourd'hui en son erreur fatale. L'amiral décide de consolider le succès. Il veut faire du Raja de Cébou un fidèle vassal de la couronne espagnole et est prêt à tout pour y parvenir. Magellan promet au souverain de Cébou d'écraser tous ses ennemis, démontrant ainsi la puissance des armes européennes. Son regard se porte sur la minuscule île de Mactan, presque insignifiante, gouvernée par un chef nommé Silapulapu. Les officiers de l'expédition, des hommes qui ont déjà frôlé la mort à plusieurs reprises, supplient l'amiral de ne pas s'engager dans cette escarmouche insensée. Ils pressentent un piège, ils comprennent que cela n'aura aucune incidence sur le succès de la mission. Mais Magellan est avide de gloire. Il est obsédé par l'idée d'une marche triomphale. Il n'emmène que 60 hommes affronter une armée de 1500 indigènes. Pourquoi ? La réponse est simple et terrifiante d'arrogance. Il veut prouver qu'un Espagnol en armure vaut 100 sauvages. Il ne s'agissait pas d'une opération militaire, elle n'était pas nécessaire. C'était un acte d'arrogance pure et simple, l'arrogance d'un homme qui se croyait invulnérable. La nuit précédant la bataille est chargée de mauvais présages. Un oiseau noir menaçant crie toute la nuit depuis le toit de la hutte où campaient les Espagnols et les chiens du village hurlent sans cesse jusqu'à l'aube. Les soldats espagnols, superstitieux et effrayés, se signent constamment, pressentant le mal. Le matin apporte une surprise fatale, les récifs coralliens qui entourent l'île empêchent les navires d'approcher du rivage. Les lourds canons, sur lesquels l'amiral comptait tant, se révèlent inutiles. Ils n'atteignent tout simplement pas la plage. Magellan, refusant de battre en retraite, donne l'ordre. À l'eau. Ils pataugent dans l'eau salée jusqu'à la taille, leurs lourdes armures les entraînant vers le fond, une grêle de flèches empoisonnées s'abattant sur leur visage. Les indigènes, voyant l'ennemi approcher, comprennent vite la faiblesse de ces étranges hommes en armure. Leurs armures protègent leur torse et leur dos, mais laissent leurs jambes exposées. Les guerriers de Silapulapu ouvrent le feu avec précision, visant les membres non protégés. Magellan est blessé et saigne, mais il continue de couvrir la retraite de ses hommes. Il agit comme un berger tentant de sauver son troupeau, mais l'ennemi est partout. Une lance de bambou à la pointe, durcie par le feu, lui transperce le visage. Le sabre ennemi s'abat sur son genou. Le plus grand navigateur du monde, celui qui a défié et conquis l'océan lui-même, s'effondre dans les vagues. Une foule d'insulaires enragés se jette sur lui, l'achevant dans la boue et l'écume.
Le génie qui avait maté les rébellions et tracé des routes à travers des détroits inexplorés mourut dans une rixe mesquine, victime de son propre orgueil. Sa vie s'acheva à quelques pas de sa destination finale, mais le mécanisme qui l'avait mis en branle était désormais irréversible. Le monde était à jamais transformé. Magellan était mort, mais ce qui suivit sa mort se révéla bien plus honteux que la mort elle-même. Les Espagnols, qui la veille encore considéraient les indigènes comme des dieux descendus du ciel, sombrèrent soudain dans une humiliation inimaginable. Au lieu d'arracher le corps de leur chef des mains de ses ennemis, ils décidèrent de l'acheter. Imaginez, ils tentèrent d'échanger le plus grand navigateur de la planète, un homme dont les cartes seraient étudiées pendant des siècles, contre des miroirs, des hochets en verre et des chiffons colorés. Mais le chef Lapu-Lapu se montra bien plus noble que ces soi-disant Européens civilisés. Il refusa catégoriquement de vendre son plus grand trophée. Le corps de Magellan disparut à jamais, sans laisser ni tombe ni monument, comme si l'océan lui-même avait décidé d'engloutir son conquérant tout entier. Et c'est à cet instant précis que le mythe s'effondra. Tout le succès des conquistadors reposait sur une illusion. On les croyait immortels, messagers du tonnerre et de la foudre. Mais des milliers d'indigènes virent alors de leurs propres yeux comment des guerriers invulnérables en armure étincelante s'enfuirent paniqués vers leurs bateaux, abandonnant leur chef à pourrir dans la vase côtière. La magie s'était dissipée. Les dieux blancs se révélèrent être de simples mortels, que l'on pouvait tuer d'un simple bâton de bambou. Le Raja de Sébou, qui la veille encore avait humblement accepté le baptême, comprit vite qu'il s'était trompé de camp. Et puis, les nouveaux capitaines espagnols commirent une erreur fatale. Ils insultèrent Enrique, le fidèle esclave et interprète de Magellan, le menaçant de fouet et de retour à l'esclavage. Mais Enrique est malais et son peuple ne pardonne pas les insultes. Dissimulant une rage brûlante, il murmura au Raja un plan de vengeance. 3 jours plus tard, un drame sanglant se déroule. Les Espagnols sont attirés dans un festin festif sous une palmeraie. Tandis que le vin coule à flot et que les toasts fusent, le piège se referme. 29 hommes, dont la quasi-totalité des officiers expérimentés, sont massacrés en un instant. Mais le pire reste à venir. João Serrano, blessé et ligoté, parvient péniblement à gagner le rivage. Il implore ses camarades à bord des navires de le secourir, hurlant qu'on peut le racheter. Et que font ses frères d'armes? Carvalho, le nouvel amiral autoproclamé, se contente d'ordonner de hisser les voiles. Il abandonne son ami au massacre, plutôt que de partager le pouvoir avec lui et de risquer sa propre position. Les malédictions de Serrano, agenouillé devant une foule d'assassins, entreront longtemps les fugitifs en haute mer. Il n'en reste plus que 115. Il n'y a pas assez d'hommes pour armer 3 navires, et l'un d'eux doit être incendié. Pendant 6 mois, les rescapés de la flottille errent d'île en île comme des chatons aveugles, passés de grands explorateurs à simples pirates. Mais le destin leur offre une ultime chance. Le 8 novembre 1521, ils atteignent les Moluques. Les épices pour lesquelles Magellan a bravé les enfers sont enfin sous leurs quilles. Mais même ici, une ironie amère les attend. Le meilleur ami de l'amiral, Francisco Cerro, est mort quelques semaines seulement avant leur arrivée. Ils ont atteint leur destination, mais il n'y a rien à célébrer. Le navire amiral, le Trinidad, prend l'eau et refuse de naviguer plus loin, tel un chien fidèle qui refuse de quitter la tombe de son maître. Seule la petite et modeste Victoria entreprendra le voyage vers l'immortalité à travers le dernier océan. Imaginez cette scène, 2 capitaines face à face sur le pont, prêts à se dire adieu pour toujours. L'ironie est tout simplement bouleversante. Gomez de Espinosa était le plus fidèle compagnon de Magellan. C'est lui qui, d'un coup de poignard, réprima une mutinerie et sauva l'expédition. Son homologue, Sébastien Delcano, comptait parmi les mutins qui cherchaient à assassiner l'amiral. Mais l'histoire est injuste. Le fidèle Espinosa sombrera dans l'oubli, tandis que le traître Delcano deviendra une légende. Le Victoria prend la mer seul. Devant eux s'annonce une traversée périlleuse de l'océan Indien. La tâche semble suicidaire. Ils doivent faire le tour du monde sans escale. Pourquoi ? Parce que chaque pouce de terre appartient à leurs ennemis, les Portugais, qui ont déjà reçu l'ordre de capturer les hommes de Magellan comme pirates et de les pendre sans procès. Mais la véritable horreur ne les attendait pas sous les canons ennemis, mais dans les cales. Ce fut un supplice infernal. Le Victoria était chargé à ras-bord d'épices, 700 kilos de clous de girofle et de cannelle, une fortune à acheter des villes. Mais comment manger de la massisse quand on est affamé ? Le sel vint à manquer, la viande pourrit sous la chaleur tropicale et fut jetée par-dessus bord. Il ne leur restait plus que du riz mêlé d'excréments de rats et d'eau croupie.
Les marins moururent du scorbut au milieu de montagnes de trésors. Imaginez, vous êtes millionnaire, vous vous transformez lentement en squelette, suffoquant sous l'arôme d'épices valant plus que de l'or. Lorsqu'ils atteignirent les îles du Cap-Vert, il ne restait plus que 18 personnes à bord. Pour se procurer de la nourriture, ils eurent recours à une ruse désespérée, prétendant avoir été chassés d'Amérique par une tempête. C'est alors qu'un événement se produisit qui stupéfia les scientifiques de l'époque autant que nous aujourd'hui. La théorie de la relativité. Le chroniqueur Pigafetta découvrit que, tandis qu'il était mercredi sur le navire, il était déjà jeudi à terre. Ils avaient volé une journée entière à l'éternité simplement en suivant la course du soleil. Ce fut la première preuve concrète de l'histoire que la Terre tourne sur elle-même. Le 6 septembre 1522, une chose qui ressemblait à peine à un navire entra dans le port de Séville. Le Victoria, vieux et vétuste, tira sa dernière salve. Sur les 260 hommes qui avaient dû quitter le port 3 ans plus tôt, 18 débarquèrent. Chancelants, pieds nus, vêtus seulement de linceul et portant des bougies allumées, ils se rendirent à l'église pour embrasser le sol. Les gens sur le quai se signèrent, ils voyaient des fantômes revenus des enfers. Magellan mourut, son navire amiral pourrit, mais ces 18 héros apportèrent en quelque chose de plus précieux que l'or. Ils offrirent à l'humanité sa propre planète. Désormais, la Terre était officiellement ronde et les océans unis. Le plus grand exploit de l'histoire de la navigation fut accompli au prix de centaines de vies, mais dès ce jour, une nouvelle ère commença. La Terre trouva enfin ses limites. Mais ces ombres voilées ignoraient encore qu'une nouvelle bataille les attendait sur le rivage. Tandis que le Victoria luttait contre les tempêtes, dans le silence des demeures espagnoles, ils avaient déjà été enterrés et trahis. Ceux qui avaient déserté dès le début du voyage parvinrent à murmurer au roi que Magellan était un traître et son détroit une pure invention. Ils en étaient certains, les morts ne parlent pas. Mais lorsque le coup de canon annonça le retour du Victoria, les traîtres tremblèrent. Le pilori les attendait. Du moins, c'est ce qu'on croyait. C'est ici que commence la plus amère injustice de l'histoire. L'homme aujourd'hui considéré comme un héros, Sébastien d'Elcano, était en réalité l'un des mutins qui tentèrent d'assassiner Magellan. Et c'est lui qui, à présent, subit les conséquences de l'héroïsme d'un autre. Savez-vous ce qui est le plus terrifiant? Tous les journaux de Magellan ont mystérieusement disparu des cabines du Victoria. Chaque ligne écrite de sa main a été détruite. Les vivants devaient effacer le souvenir du grand Portugais pour que leurs propres mensonges deviennent réalité. Tandis que Delcano était fait chevalier et recevait des armoiries portant l'inscription « Tu as été le premier à m'encercler », la famille de Magellan s'est tout simplement évanouie. Sa femme et ses fils sont morts avant le retour de l'expédition. La lignée s'est éteinte. Personne ne restait pour réclamer sa part légitime de l'or, ni même défendre le nom de son père. Le détroit lui-même, pour lequel Magellan avait tout sacrifié, allait bientôt être surnommé la route maudite. Les marins l'éviteraient, préférant transporter les marchandises par voie terrestre, et plus tard, le canal de Panama rendrait cette découverte totalement superflue. Ce sacrifice en valait-il la peine? En termes d'or, non. Mais Magellan a accompli bien plus. Il n'a pas seulement trouvé un passage, il a offert à l'humanité l'immensité de sa propre planète. Il a prouvé qu'une idée, inspirée par le génie et portée par une volonté de faire, est plus forte que les océans et le temps. D'autres ont pris l'argent et la gloire, mais Magellan a pris l'éternité. Et c'est le prix que seul un véritable héros est prêt à payer. Dès lors, le monde a cessé d'être infini. Il a acquis des limites, nous permettant enfin de commencer à l'explorer. L'histoire de ce voyage est bien plus qu'un simple récit de voiles et de compas. C'est l'histoire de la fragilité de la vie humaine face à un dessein grandiose. Magellan était un homme d'extrême. Capable d'une cruauté inouïe envers les rebelles, il pouvait aussi, simultanément, être submergé par l'émotion en voyant les indigènes embrasser leur foi. Stratège impitoyable, il pouvait se muer en un instant en un rêveur naïf. Et c'est précisément cette contradiction qui faisait de lui ce qu'il était, un homme capable de l'impossible. Imaginez ce que ressentirent ces 18 hommes lorsqu'ils posèrent enfin le pied sur le sol espagnol. Ils étaient les seuls à connaître la vérité sur ce qui s'était passé dans les profondeurs du Pacifique. Ils avaient assisté à la mort de leur capitaine, vu leurs illusions s'effondrer, et enduré une faim qui les avait contraints à mâcher des lanières de cuir et de la sueur pour tenter d'apaiser leur estomac. À leur retour, ils furent accueillis non en héros mais en témoins gênants. Ils durent mentir, s'adapter pour survivre dans un monde où l'honneur ne valait pas plus qu'un sac de clous de girofle. Je me demande ce que Magellan dirait s'il connaissait son destin après la mort.
qu'un des trois, considéré comme maudit par beaucoup, porterait son nom, que ses journaux seraient brûlés et ses exploits appropriés par celui qui voulait le tuer. Il se contenterait probablement d'un sourire en coin. Pour un homme qui a consacré sa vie entière à la quête de l'immortalité, la gloire terrestre n'est que le murmure des vagues. Il voulait prouver que la terre était ronde, et il y est parvenu. Il voulait trouver une route vers les îles aux épices, et il l'a trouvée. Tout le reste, les intrigues de cour, les trahisons des capitaines, le sort de sa famille, n'est que poussière sur les pages de l'histoire. Souvent, en regardant une carte du monde, nous reconnaissons les contours familiers des continents. Nous oublions que pour les hommes de cette époque, le monde était un chaos absolu où des monstres ou les confins du monde pouvaient en se cacher à chaque horizon. Magellan a dissipé ses craintes. Il a démontré que l'océan n'est pas un obstacle, mais une voie. Certes, il en a payé le prix fort, mais n'est-ce pas ainsi que naissent les grandes découvertes ? Les fondements de notre monde moderne ne reposent-ils pas sur les espoirs des pionniers ? L'histoire de Magellan nous rappelle que le progrès est indissociable de la tragédie. Si nous pouvons aujourd'hui traverser les océans en quelques heures, il a fallu qu'un homme pourrisse dans la cale pendant 3 ans, se nourrissant de rats. Si nous pouvons déterminer notre position au mètre près, il a fallu qu'un homme navigue grâce aux étoiles, avec pour seul appui un pont branlant. Et quand on parle de Magellan, il ne faut pas oublier les 18 hommes d'équipage qui ramenèrent le Victoria. Ce n'étaient pas des saints, c'étaient des hommes épuisés, affamés, brisés, mais ils devinrent le pont entre l'ancien monde où la terre était plate et limitée, et le nouveau monde où tous les horizons s'ouvraient à l'humanité. Le chemin de l'immortalité choisi par Magellan n'était pas un long fleuve tranquille. Ce fut un voyage sanglant, marqué par la trahison et le désespoir. Mais finalement, il accomplit son rêve. Il entra dans l'histoire de l'humanité. Et tant que les hommes contempleront les étoiles, cherchant à percer les mystères du cosmos, ils se souviendront de celui qui, le premier, osa regarder au-delà des limites du monde connu. Le monde qu'il découvrit était rude. Il était ravagé par la maladie, la faim et le danger. Mais il était aussi d'une beauté grandiose. Et Magellan était le seul à percevoir cette beauté à travers le prisme de son ambition. Il désirait le pouvoir, la richesse, la reconnaissance d'un roi. Mais il reçut bien plus encore une place dans l'éternité. Et peut-être était-ce là son véritable but depuis toujours, même s'il n'en avait pas pleinement conscience. Chaque histoire a sa fin, et celle de Magellan ne s'est pas écrite à l'encre, mais dans l'eau salée et le sang. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit en chacun de nous, chaque fois que nous osons nous aventurer dans l'inconnu. Elle se poursuit dans chaque découverte, dans chaque tentative de mieux comprendre ce monde que hier. Magellan était un homme de son temps, avec tous ses préjugés, sa cruauté et ses convictions. Mais il était aussi un homme d'avenir, en avance sur son temps. Il a prouvé que l'esprit humain peut transcender toutes les limites s'il est animé par une cause qui mérite qu'on vive pour elle et, le cas échéant, qu'on meure pour elle. Alors que nous tournons cette page, nous comprenons, Magellan n'a pas simplement fait le tour du monde. Il a uni l'humanité. Il a rendu le monde plus petit et accessible. Il a abattu les murs qui divisaient les nations et construit des ponts que nous empruntons encore aujourd'hui. Et même si l'on a tenté d'effacer son nom, même si son corps s'est dissous dans l'océan, son héritage perdurera tant que l'humanité s'efforcera d'aller de l'avant, vers de nouveaux rivages et de nouveaux horizons. Ce voyage fut incroyablement difficile. À certains moments, l'expédition sembla vouée à l'échec. Mutin, faim, maladie, tout semblait se liguer contre eux. Mais Magellan resta inébranlable. Il croyait en sa voix, il croyait en son équipage, même lorsqu'ils le trahirent. Et c'est cette foi qui permit au navire de reprendre la mer lorsque le vent tomba. Regardez à nouveau la carte. Voyez-vous ce détroit, celui-là même qui porte aujourd'hui son nom. Il était la clé de portes jamais ouvertes auparavant. C'était le passage vers un nouveau monde, une nouvelle ère. Et bien que les marins le redoutassent, bien qu'ils le qualifiassent de maudit, c'était le chemin de l'immortalité. Un chemin que Magellan choisit en toute conscience, sachant qu'il ne reviendrait peut-être pas. Peut-être est-ce là le secret de la grandeur, la capacité de choisir une voie, sachant qu'elle pourrait être la dernière, la capacité d'avancer malgré les injonctions de tous. Magellan était ainsi. Il ne connaissait pas la marche arrière. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Un grand navigateur qui a tout changé. On a souvent tendance à considérer l'histoire comme quelque chose de lointain et d'irréel. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'elle est faite d'hommes comme nous, avec les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes erreurs. L'histoire de Magellan en est la meilleure preuve. Elle montre que même le plus grand homme peut commettre la plus grosse erreur sans pour autant diminuer sa grandeur.
Souvenons-nous de lui, non comme d'un monument de bronze, mais comme d'un homme de chair et de sang. Un homme qui a eu peur, qui a aimé, qui a commis des erreurs, mais qui n'a jamais cessé de rêver. Et ce sont ces rêves qui ont façonné notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un monde sans frontières, un monde où tout est possible. Enfin, posons-nous la question, qu'aurions-nous fait à sa place? Aurions-nous osé nous aventurer en territoire inconnu, conscients de nos faibles chances de succès? Aurions-nous tout risqué pour une idée en laquelle nous étions les seuls à croire? Magellan a répondu à cette question. Il y a répondu par sa vie. Et cette réponse résonne à travers les siècles, nous rappelant que tant que nous rêvons et cherchons, nous sommes vivants. Et tant que nous vivons, nous poursuivons le voyage qu'il a entrepris il y a 500 ans. Le monde qu'il a découvert attend encore ses explorateurs. Et même si les océans ont été explorés et les cartes cartographiées, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il y a toujours de nouveaux horizons à atteindre. Et si nous nous souvenons des leçons de Magellan, si nous tirons les leçons de ses erreurs et si nous nous inspirons de ses exploits, nous pouvons faire de ce monde un endroit encore meilleur. L'histoire de Magellan n'est pas seulement un récit du passé, c'est aussi une histoire d'avenir. C'est l'histoire de la capacité humaine à repousser les limites si l'on croit en soi et que l'on poursuit ses objectifs quoi qu'il arrive. Que sa vie soit un exemple pour nous et sa mort un avertissement. Après tout, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Et Magellan a parcouru ce chemin comme nul autre. Il l'a parcouru jusqu'au bout. Il a atteint l'immortalité.